Et bonsoir tout le monde. Normalement, vous m'entendez et normalement la vie est belle. Si tout va bien, je l'espère. Apparemment ça va, des carottes est toujours là. Ouais, tout le monde. Eh ben écoute, comment je vais? J'ai eu deux examens aujourd'hui. Ils sont super bien passés. J'ai pas encore eu les résultats, mais je suis à peu près sûr que je valide pour ça. Donc je suis content. Et toi, Carotte, comment tu vas après ces 2 heures de dépression absolue à regarder Neuftar se faire victimiser par du décor? Bon, en tout cas, pour le programme du live de ce soir, on va faire un sacré paquet de trucs un peu rigolos. Ouais, t'as bien raison, il y a d'autres choses, Carotte, à mon avis, 2 heures de ça va rendre fou. Euh, donc, pour le live de ce soir, euh... T'as qui pète un plomb dans le chat. Pour le live de ce soir, on va faire un maximum de Theorycraft. Voilà, c'est le premier live où on va commencer à se creuser un petit peu la tête en parlant de One Piece. Et quand je dis creuser la tête, si vous pensez qu'hier sur les decklists on s'est fait du mal, vous allez voir aujourd'hui ça va vraiment être encore un autre niveau. Mais ayez pas peur. Ayez pas peur, on va rendre ça gentil, tout doux, on va faire que des équations du quatrième degré, ça va bien se passer. Non, je rigole, il n'y aura pas d'équation. Mais ça va bien se passer, par contre, ça, je rigolais pas. Euh, donc pour l'instant, tranquillement, on discute un petit peu le temps que tout le monde arrive et tout. Et ensuite, on va commencer à faire à parler de choses intéressantes. On va commencer à parler de quelques notions. Euh, on va commencer à parler de quelques notions un petit peu intéressantes du jeu. En gros, on va faire, alors je le donne dans l'ordre, on va parler du card advantage, ici, de la tempo, de la value, de ce qu'est la curve. Et enfin, s'il nous reste un petit peu de temps, et à mon avis, il en restera pas beaucoup puisqu'on va déjà déborder pour aller jusque-là, on va parler des types de decks et des conditions de victoire. Et non, Carotte, pardon, on va pas parler du deck Nami, pas ce soir. Enfin, je crois pas. J'espère pas, parce que sinon ça va être la giga merde. Mais tranquille, voilà. Non, non, on va pas parler d'un deck en particulier en fait. On va parler de tous les decks, tous ensemble, tous en même temps, comme des grands. Et voilà, en fait, on va plus essayer de comprendre comment le jeu fonctionne que parler d'un deck ou d'une carte en particulier. Aussi, vous allez voir qu'il y a des cartes qu'on va beaucoup voir dans la soirée toute passée. Euh, J'espère que le compteur de sub est à jour, enfin de follow est à jour. Le compteur de sub. Le jour où on a un compteur de sub, on sera très heureux. Le compteur de follow est à jour. Parce que si j'ai réessayé de modifier le truc et que ça explose et que je me fais taper les doigts, ça va encore être le bazar. Donc, l'idée de ce qu'on va faire ce soir. Donc, on va développer toutes les notions que j'ai mentionnées plus tôt. Euh, ouais, t'as bien raison, Fred. Hésite pas à prendre aussi à côté un grand verre d'eau et du Doliprane. C'est pas impossible que ça fasse un peu mal à la tête à la fin. Normalement, non, mais je garantis rien. Donc, pourquoi on va s'embêter à faire tout ça? L'idée, ça va être de commencer à formaliser, voyons, on utilise déjà des gros mots, à formaliser, à créer une théorie autour du fonctionnement, alors des jeux de cartes en général, mais surtout autour du fonctionnement du jeu de cartes One Piece. De voir comment on peut utiliser les mathématiques, la théorie et le cassage de crâne pour mieux comprendre comment le jeu fonctionne, mieux comprendre les différentes cartes du jeu et avoir un avantage pour les parties. Parce que bon, le but du jeu, c'est quand même de gagner. Et donc, si on peut faire une théorie qui nous aide à gagner, c'est quand même cool. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'équation que c'est facile. Normalement, vous allez voir, ça va bien. Le seul problème, c'est qu'on va enchaîner 5 trucs qui sont un peu durs, mais pas trop. Et il est possible qu'au cinquième, ça devienne un peu lourd pour le cerveau. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Et donc l'objectif de tout ça, c'est que on va vraiment, au fur et à mesure des différents lives, bon ça va pas se faire en 2 jours, hein, au fur et à mesure des différents lives, qu'on prenne notre temps, qu'on parle un petit peu de tout, on va aborder vraiment presque toutes les notions du jeu, on va décortiquer le jeu de cartes de A à Z,
Et normalement, on va essayer de faire en sorte que ce soit transformé en vidéo YouTube et qu'à la fin, il y ait même une playlist sur la chaîne qui permette de comprendre le jeu dans sa globalité, en fait. Et on va aussi pouvoir discuter de tout ensemble et ça va être cool. J'espère, vraiment. T'inquiète, c'est conçu pour les gens qui ont un niveau CM2 en TCG. Je pense qu'il n'y a pas grand monde sur cette planète qui n'a pas un niveau CM2 en TCG. Voilà. Et alors, par contre, vous allez passer vraiment tout le live. Vous allez me voir lire mes notes parce que faut au moins un petit bloc-notes pour pour faire ce qu'on va faire ce soir. Donc, on va commencer tout doucement par préparer les choses. Il faut qu'on prépare des choses. Alors déjà, normalement, truc que j'ai pas mentionné, mais normalement, que ce soit la qualité visuelle ou la qualité sonore, ça a été un petit peu amélioré de manière générale. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte, on a revu les réglages de Streamlabs ensemble avec Noftar. J'ai essayé de régler un petit peu mon micro, j'ai essayé d'améliorer l'éclairage de la webcam et de rajouter deux trois filtres et deux trois trucs cool. Normalement, si je commence à faire ça, la webcam, voilà, elle essaie de me suivre et ça, c'est marrant. Voilà, donc on va être... donc j'espère que ça va rendre un petit peu mieux. Euh, je peux monter un petit peu le son. Et bah écoute, on va monter un petit peu le son. Euh, voilà, on va dire que ça c'est bon, mais je vais parler un petit peu plus fort après, donc on va éviter de... ok. La vidéo stream est dispo en rediff avant YouTube. Euh, normalement oui, normalement les rediffs Twitch seront dispo avant les vidéos YouTube, de mémoire. Voix avec Noftar, mais normalement c'est ça. Et salut Lianke TCG, j'espère que je prononce ça correctement. Comment tu vas? Comment tu vas Lianke TCG? Donc oui, pardon, on va préparer quelques petites cartes pour faire la démo. Alors pour ça, on va passer sur une caméra qui a un petit peu plus de gueule. Voilà, ça va être plus sympa déjà. Alors pour l'instant, vous allez juste me voir prendre des cartes sans trop comprendre pourquoi on fait ça. Ah merde. Attendez, je laisse cette carte au moins. C'est des dingueries. Alors, on commence ce live par une super boulette. J'avais prévu d'utiliser Nami de OP1, genre la bonne vieille Nami, mais, euh, mais mon cerveau vient de réaliser que bah, on les utilise toutes et que c'est pas moi qui ai les decks. Merci pour ton follow, Yankee. Voilà. Bienvenue, installe-toi confortablement. On va bien se marrer. Euh, alors, faute de Nami, on va prendre ISO parce que c'est littéralement la même carte pour ce que je vais faire. Euh, voilà, on va prendre des ISO parce que ça fait exactement la même chose et du coup on va changer d'event. Pendant ce temps-là, je vois que Noftar répond à Carotte dans le chat. Voilà la carte que je voulais. Alors, en attendant, quoi d'autre? Ah oui, à la fin de ce... Oula, la caméra qui essaie de faire son mieux pour rattraper, hop. Qui essaie de faire son mieux pour rattraper, mais elle a un petit peu de mal. Euh... ta, ta, ta. À la fin de ce live, on fera un petit sondage, donc ça, je vous le dis maintenant, comme ça vous avez déjà commencé à pouvoir commencer à y réfléchir. Euh, je vais vous demander quelle est, selon vous, la meilleure carte du jeu. Et on s'en servira pendant le live de demain soir. Vous allez voir qu'on fera des trucs cool avec ça. Alors demain soir, je promets pas qu'il n'y aura pas d'Excel. Voilà. C'est pas impossible que demain soir, à un moment, on sorte des feuilles de calcul. Normalement non, mais je, je, je peux rien garantir.
Donc voilà, mais ouais, commencez à voir. Selon vous pouvez même déjà le mettre dans le chat, hein. On fera un channel sur le Discord à la fin du live pour que tout le monde puisse écrire. Mais là, n'hésitez pas à mettre dans le chat quelle est selon vous la carte la plus forte du jeu pour l'instant. Salut Icalex, ça fait plaisir de te revoir. D'ailleurs, ça fait plaisir de revoir tout le monde. Salut Carus. Magellan 5 Cost Purple OP2, elle me casse les couilles. Oui, alors, on n'a pas demandé la carte la plus relou du jeu. On a demandé la carte la plus forte du jeu. Si on devait dire que il y a une carte dans le jeu qui est vraiment trop forte, ce serait laquelle? Merci Damski pour ton follow. Bienvenue à toi sur le live. Comment vas-tu? Ice Age. Euh, Oh merde. Bon, on va juste sortir celle-là. Ok. Les deux autres, elles sont dans Saka et on va pouvoir être bon pour aborder la notion de card advantage. Qu'est-ce que j'ai raté dans le chat entre les deux? Bon, au moins tout le monde va bien dans le chat, c'est le plaisir. Salut Extalid, plaisir de te voir avec nous. Il y a plus de monde pour base que pour Noftar. Alors, je pense que je suis aidé par le créneau horaire et le fait que Noftar a quasiment give up le stream d'avant, donc tu m'étonnes que le chat a dû give up un petit peu aussi. Ok, on va ranger tout ça là pour l'instant. On n'a pas de. Juste ranger ça dans le bon ordre. Mais on n'a pas d'urgence. Ok, nickel. Euh... J'ai vu l'annonce sur le Discord MDR, je me suis ramené du coup. Ok. De mon côté, ça va, Damski. J'en ai parlé tout à l'heure, mais globalement, les examens se passent bien, donc la vie est belle. La question est difficile, mais en vrai, Big Mom 10. Et ben, on va voir ça ensemble. On verra ça ensemble demain, du coup. La question que j'ai posée, donc c'était, selon vous, quelle est la meilleure carte du jeu? Effectivement, la question est difficile. Et on mettra un channel dans le Discord pour voir ça, enfin, pour que vous puissiez mettre vos réponses ensemble ce soir. Mais demain, on fera un vrai live. On va essayer de chercher quelle est vraiment la meilleure carte du jeu. Vous allez voir, on va bien se marrer. En termes de potentiel, je dirais le leader Nami, car tout ce qui fait draw en bleu est du support potentiel, ce qui force Bandai à mettre des restrictions comme Ulti OP5 par exemple. Alors, j'avoue que j'ai peut-être rajouté la précision en dehors des leaders, parce qu'un leader c'est extrêmement particulier vu que c'est une carte que tu as systématiquement et qu'on ne peut pas te retirer. Mais effectivement, si les leaders sont inclus, Nami peut être une option. Bon, moi, tout le monde a l'air de bien détester la question dans le chat, ce qui veut dire que le live de demain soir va être vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai hâte. On va repasser sur une caméra un petit peu mieux foutue. Et on va pas tarder à pouvoir dire coucou à YouTube en vrai. Euh, Oui, ouais, on va pas tarder à pouvoir dire coucou à YouTube. Du coup, juste vite fait avant qu'on commence, bienvenue à ceux qui viennent sur le live. Ce soir, on va parler de Theorycraft. On va tenter d'expliquer les mécaniques profondes du jeu One Piece TCG. On va aborder plusieurs notions dans la soirée. Et la première de ces notions qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le card advantage. Justement, je vais pas commencer à expliquer ce qu'est card advantage. Désolé d'avance, tous les noms vont être en anglais pour des raisons évidentes. Les trucs de théorie craft, c'est toujours fait en anglais pour que ce soit international, comme ça. Mais voilà ce qu'on s'apprête à faire. Vous allez voir, je prépare les petites notes, on va en discuter. Normalement, ça devrait durer 15 minutes par notion qu'on va aborder et ça devrait être sympa. Moria qui arrive en P6, vraiment vraiment relou. Il peut faire pas mal de card advantage, mais aussi permettre des plays extrêmement défensifs. C'est vrai que c'est un bon candidat. C'est vrai que c'est un très bon candidat. On va le rajouter à la liste. Bien rajouter à la liste. Et merci Pélénor pour ton follow. Bienvenue sur le stream. Installe-toi confortablement. Alors,
J'espère que vous êtes prêts. Faites un petit coucou à YouTube dans le chat. On démarre. Alors, bonsoir YouTube, du coup, si vous débarquez, nous on est déjà en live. On va juste parler de Card Advantage. Vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler. Ok. Donc, le Card Advantage, ça sort d'où? Le Card Advantage, ça sort de quelqu'un qui s'est posé une question un jour et qui s'est dit, ok, admettons, on joue un jeu de cartes. Et juste, chaque carte fait défausser une carte à l'adversaire. D'accord? Voilà, il n'y a qu'une seule carte dans tout le jeu, et elle fait défausser une carte de l'adversaire. Et les deux joueurs commencent avec 5 cartes en main, et chaque joueur joue une carte et termine son tour. D'accord? Ok, donc là, le premier joueur, il va jouer une des cartes de sa main, et du coup, son adversaire défausse. Donc comme le premier joueur a joué une des cartes de sa main, elle est plus dans sa main, donc il y a 4 cartes en main, et comme son adversaire a défaussé une carte, il a aussi 4 cartes en main. Ça devient le tour de son adversaire joue une carte, du coup, son adversaire a joué une carte, il perd une carte en main, il est maintenant à 3, et le premier joueur a dû défausser une carte, donc il est aussi à 3. La partie continue, et au bout d'un moment, les deux joueurs se retrouvent avec 0 carte en main. Bon, alors en dehors du fait que le jeu est extrêmement très mal conçu, parce que tout le monde, toutes les parties finissent à égalité, il y a une question qui se pose, c'est comment on fait pour gagner du coup à ce jeu? Il y a deux options. La première, c'est avoir plus de cartes. Donc, admettons, soit on a plus de cartes au départ, soit les cartes dans notre main, est-ce qu'on tente pas de faire défausser des cartes à l'adversaire, mais elles peuvent nous faire piocher des cartes ou récupérer des cartes qu'on a déjà jouées. Ça, ce serait une solution pour gagner à ce jeu. Une autre solution, ce serait d'avoir des cartes qui font défausser plus de cartes à l'adversaire, ou qui empêchent les cartes adverses de nous en faire perdre. Des choses comme ça. Ça, ce serait une technique pour jouer à ce jeu. Et pour gagner à ce jeu. Gagner à ce jeu, c'est gagner au jeu du card advantage. En fait, le card advantage, c'est juste un espèce de calcul qu'on fait en permanence dans une partie. Et d'ailleurs, on en vient à la définition du card advantage. C'est quoi le card advantage en version un petit peu plus formelle? Le card advantage, c'est un calcul instantané, donc discret pour ceux qui adorent les mots mathématiques, et continu, ou continu d'ailleurs, c'est soit l'un soit l'autre, de la différence de cartes en possession des deux joueurs. Ok, c'est-à-dire on compte les cartes qu'il y a en possession d'un joueur, c'est-à-dire en général dans sa main et sur son terrain, et on soustrait les cartes qu'il y a en possession du joueur adverse, donc sur son terrain ou dans sa main. Ça, c'est la définition pure du card advantage. Un truc qui est important, c'est de ne pas confondre le card advantage avec la tempo. Normalement, les deux notions sont suffisamment différentes pour pas les confondre, mais dans le doute, c'est vraiment important de faire la distinction. Et par contre, le card advantage est une des composantes de la value, qui est une des notions qu'on abordera après. Ok, du coup, comment on compte au card advantage? Et bien pour ça, on va faire quelques petits exemples. Je prends mon fier tapis, on dit coucou à Ace, Luffy et Sabo, les trois frangins. Alors, préparez une petite liste de cartes pour faire un exemple. Admettons, je vais prendre juste une carte à la con. Je vais prendre des donnes, il faut des donnes. Ok, ça c'est des donnes. Voilà YouTube, c'est beau les lives. On fait des trucs à l'impro, c'est génial. Ok, admettons, j'ai deux cartes en main, ok? Et je joue un ISO. Ok, je vais en profiter pour faire l'effet d'ISO et récupérer une carte. Aujourd'hui, on se moque du coup des cartes pour l'instant et on se moque de la nature des cartes. Peu importe ce que c'est. Bon, là, c'est des donnes parce qu'en fait, ça pourrait être n'importe quelle carte dans ma main. Ok? Après avoir joué, avant de jouer ISO, j'avais deux cartes en main. Après avoir joué ISO, j'ai une carte sur mon terrain et deux cartes en main. J'ai donc trois cartes. ISO m'a fait faire plus un en card advantage. Et on va le comparer avec une carte qui lui ressemble beaucoup. J'ai deux cartes en main et je vais jouer Whitebird Pirates. Avec son effet, je vais ajouter une carte à ma main et il va aller dans la défausse. La défausse n'étant pas dans les cartes que je possède. J'ai donc encore deux cartes en main et 0 cartes sur mon terrain. Whitebird Pirates est une carte qui fait 0 de card advantage. Jusque là, ça va, vous suivez? On va passer à un exemple un petit peu plus subtil. Hop là. J'ai deux cartes en main, ok. Et je vais jouer Marco. D'accord? Marco, il KO un truc qui a 3000 ou moins. Admettons, notre adversaire a un personnage qui a 3000 ou moins. Il est KO. Marco a fait faire plus 1 de card advantage. Pourquoi? Parce que mon adversaire a perdu une carte. Donc si je commence à comparer avec mon adversaire, parce que c'est aussi important dans le card advantage de comparer avec l'adversaire,
Marco me fait faire un +1 au même titre qu'il fait faire un -1 à l'adversaire. C'est deux notions équivalentes. Ok. J'allais faire un exemple avec Seaquake, mais on s'en fout un petit peu de Seaquake en fait. Donc on va ranger ces deux-là. On va faire un autre truc qui est important, une autre notion qu'on va avoir besoin de voir. Alors, ici, alors on va pas jouer le cousin depuis la main, on va juste considérer qu'il est déjà sur le terrain. Quand cousin attaque, il va réduire le coût d'un des personnages adverses, ok? Ça, après, avant l'attaque, on avait une carte sur le terrain, une carte dans la main, donc 2 cartes. Après l'attaque, on a une carte sur le terrain, une carte dans la main, donc 2 cartes. Kuzan ne fait pas perdre de card advantage, il est à 0. Normal, ok, il est neutre. Maintenant, admettons que je vais réduire le coût de l'adversaire d'une carte de l'adversaire autrement, je vais pouvoir jouer Ice Age. Donc Ice Age, elle va réduire le coût d'un personnage en face et aller dans la défausse. Avant de jouer Ice Age, j'avais 2 cartes en main, maintenant, je n'en ai plus qu'une. Donc Ice Age fait un -1 en card advantage. C'est pour ça que vous voyez qu'on joue beaucoup moins d'events que de personnages dans les decks One Piece. C'est tout simplement parce que les events, par nature, font perdre des cartes en main. En fait, comme ils vont directement dans la défausse, ils partent avec un désavantage, si vous voulez, en termes de card advantage, et ça les rend moins intéressants. De manière générale. Ok. Et j'avais d'autres exemples, mais honnêtement, on va juste vite fait mentionner Bonnie. Alors Bonnie, là, un truc particulier, c'est que la première fois, j'ai 2 cartes en main, je la joue, je fais son effet, je gagne une nouvelle carte en main. Je suis à 2. Admettons que j'arrive à la protéger pour le prochain tour. Je refais son effet, je gagne une carte en main, je fais 3. Et en fait, Bonnie, elle fait un +1, enfin, la première fois qu'on la joue, elle fait, enfin, juste la jouer, elle fait un 0. Et à chaque fois qu'on fait son effet, on va faire +1 en card advantage. C'est-à-dire que Bonnie, elle fait pas toujours le même card advantage, elle peut faire évoluer sa valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, surtout quand ça n'a pas de limite. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup les personnages qui fonctionnent comme Bonnie pour tuto, et qu'on essaie de les protéger, parce que c'est des personnages qui peuvent facilement faire +2, +3 de card advantage, et vraiment changer une partie. Ok, et bonsoir Hello Quack, que je vois passer dans le chat vite fait. D'accord, et donc, le card advantage, on va même repasser sur cette scène. Le card advantage, à quoi ça sert? Le card advantage, ça sert à 3 trucs. Le premier, ça sert à gagner des parties. C'est bête, mais on va le constater régulièrement. Le joueur qui gagne la partie est de loin le plus souvent le joueur qui a l'avantage au card advantage. Le joueur qui a fait le plus de... Enfin, qui a pioché, tutorisé le plus de cartes par rapport à son adversaire. Ou qui a le plus retiré des cartes de son adversaire. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est que ça permet d'évaluer une carte. Bah ouais, c'est bête, mais le card advantage, c'est quelque chose qui est vraiment positif à avoir. Donc toutes les cartes qui permettent de faire du card advantage ont en général plutôt des bonnes cartes, et toutes les cartes qui font faire du déficit au card advantage, donc un card advantage négatif, sont pas franchement parties pour être des bonnes cartes. C'est pas rare que ça en soit, mais c'est pas non plus rare que ce soit des mauvaises cartes, juste à cause de ça. Il y a beaucoup de cartes qui sont nulles juste à cause de leur card advantage négatif. Et enfin, la dernière chose, c'est que ça permet, en pleine partie, on a 2 options différentes pour jouer notre tour. Laquelle est la meilleure? Et bah, on peut avoir une option qui va nous faire +1 en card advantage, une option qui va nous faire -1 en card advantage. Et bah là, il faut évidemment choisir l'option qui fait +1, parce que ça veut dire que la différence entre les 2 actions, ce serait 2 cartes supplémentaires. Et le nombre de parties que j'ai gagné parce que le mec en face, il lui manquait 1000 ou 2000 de contre, est colossal. Donc vraiment, avoir 2 cartes supplémentaires en main, ça peut clairement faire la différence entre la victoire et la défaite. Et maintenant, je pourrais alors déjà lire un petit peu le chat et surtout répondre aux questions du chat. Est-ce que le chat, vous avez des questions par rapport au card advantage? Je sais pas, des interrogations, des situations un peu à la con, vous ne saurez pas comment compter, ou des domaines d'application, savoir ce qu'on pourrait en faire. Hop, je vous laisse 2 secondes pour écrire vos messages pendant ce temps, je regarde ce qui s'est passé. Tac, tac, tac. Rien de transcendant. Tout le monde dit coucou à YouTube. Ok, bah bonne soirée avec Alex. Je sais que je suis un tout petit peu tard là-dessus, mais bonne soirée à toi avec Alex. Ok, et ça parle de la cuisine de carottes. Bon, ça va. Apparemment, le chat s'interroge pas trop sur le card advantage, donc ça va. La notion est plutôt connue, je pense. Dans ce qu'on va aborder ce soir, je pense que c'est de très loin la notion qui est la plus connue. Il s'agit simplement de juste compter les cartes que tu as.
Une fois que tu as capté que la trash comptait pas et que le terrain compte, globalement, et bah vas-y, Yankee, si t'as une question, je t'en prie. Si t'en as 40, je t'en prie. On est vraiment là pour discuter de ça. Et ça va même être beaucoup plus intéressant si vous avez des questions et qu'on commence à faire des démos et des calculs un peu sympas. Donc vas-y, prends ton temps. Pendant ce temps-là, pour toi, qu'est-ce qu'on va dire? Ah bah attends. Alors, les cartes genre Otama, par exemple. Une fois sur le terrain, on la compte quand même. Ah, alors, alors déjà, salut Matt Laposte, comment tu vas? Et ensuite, comment on compte pour Otama? Alors, en fait, techniquement, Otama, elle fait 0 en card advantage quand tu la joues. Parce que bah, tu avais une carte dans ta main, et après que tu l'aies jouée, bah, tu as une carte sur le terrain, donc tu as fait 0. Et c'est pour ça qu'on va parler après de la notion de value, qui va justement nuancer ça. Qui va beaucoup nuancer ça, en fait. La notion de value, c'est justement, ça va être de prendre en compte le card advantage, mais aussi d'autres choses qui font que, bah, justement, il y a une différence entre jouer au tabac et jouer Zoro Rush. Parce que ça n'a pas le même impact dans la partie, donc il faut un autre moyen de le mesurer. Et donc voilà, on va parler de value d'ici, je dirais, 15-20 minutes, et c'est cette notion-là qui va faire la différence entre les deux. La question est plus pour les viewers que pour toi. Mais tant mieux si ça permet de développer. Mais c'est vrai que c'est à peu près le cas que j'ai pas abordé dans mes exemples. C'est quoi la différence entre Otama et Zoro? Mais c'est surtout parce qu'on le verra un petit peu plus tard aussi. Tu comptes les PV dans le card advantage aussi. Alors, tant qu'ils sont dans ta zone de PV, non. Ces PV, ils t'appartiennent pas. Tu peux pas utiliser, tu peux rien faire avec les cartes qui sont dans tes PV. T'as pas le droit de faire des actions avec. Donc, ils ne t'appartiennent pas. Par contre, à l'instant où tu les pioches, c'est du card advantage. Et, euh, et voilà, et c'est tout. Et en fait, c'est vraiment le card advantage, ça compte que les cartes qui sont dans ta main ou sur ton terrain. Et les PV ne comptent qu'une fois que tu les as piochés. Et c'est pour ça que par défaut, un trigger, c'est un -1 en card advantage. Parce que c'est une carte qui aurait dû aller dans ta main, mais qui n'y va pas. Donc c'est un -1. Et c'est pour ça que des triggers comme Sanji, Satori, comment il s'appelle, Cracker et Smoothie, techniquement c'est des -2 en card advantage. C'est juste qu'ils donnent tellement de tempo, qu'on va voir juste après, que ça les rend intéressants. Et du coup, pour les cartes avec trigger style Shirahoshi, ça va entrer dans la section value. Alors, bah, Shirahoshi, déjà, en termes de trigger, c'est un bonus. Enfin, c'est un plus en card advantage. Parce que la Shirahoshi, alors, au lieu d'aller dans ta main, elle va sur ton terrain. Donc, bah, jusque-là, c'est un 0. Et ensuite, elle fait piocher 3 et défausser 2. Donc, Shirahoshi, c'est un +1. Mais elle a un truc important, c'est qu'elle te fait cycle. Elle te permet d'avoir une meilleure main. Donc, même si ça, c'est pas mesurable par des chiffres, c'est aussi un avantage. Et c'est pour ça qu'on joue Shirahoshi, parce que théoriquement, par exemple, dans NR, la meilleure carte du deck NR, c'est Yamato. Et le meilleur moyen d'avoir Yamato, c'est Shirahoshi. Donc voilà, Shirahoshi est une carte importante et ça se remarque notamment par son card advantage positif. Même si pour 5 dons, la jouer de la main, c'est un peu moins terrible quand même. Euh, tu penses à Yamato SR. Il y a plusieurs Yamato. Ah non, en SR, il n'y en a qu'une seule. Yamato SR, bah, c'est plutôt du sale bonus. Alors oui, est-ce que gagner un PV, ça fait gagner du card advantage? Alors oui, mais avec du délai, si tu veux. Tu peux compter gagner un PV comme gagner du card advantage parce que de toute façon, si t'en as besoin pour finir la partie, tu l'obtiendras. C'est juste qu'il y a un certain temps, donc c'est du card advantage en moins bien. Et c'est assez exclusif à One Piece d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Euh, genre Shira que tu as en trigger et que tu remets ensuite dans les PV pour pouvoir la rejouer. Bah techniquement, l'effet de Katakuri c'est un -1. Techniquement, l'effet de Katakuri c'est un removal. Juste, si tous les -1 pouvaient se passer comme ça pour moi dans mes parties, je me plaindrais vraiment pas. Mais techniquement, l'effet de Katakuri, c'est un -1. C'est pour ça que justement, on a créé derrière les notions de value et de tempo. Enfin, on a créé, techniquement, elles ont toujours été en jeu de cartes, mais on a compris derrière les notions de value et de tempo parce que bah, le card advantage, ça fait pas tout. C'est juste un moyen de compter un truc. Et clairement, bah, ça montre pas toute la partie. C'est pour ça qu'on va voir ensemble plein de notions, plein de façons de compter, plein de choses à regarder pour connaître l'état de la partie. Parce que de toute façon, une seule des notions qu'on va voir ce soir, ou même plus tard, ne suffira jamais. C'est jamais assez précis. Parce que la seule notion qui compte tout, bah, c'est juste connaître le jeu. Tu vois, c'est vraiment bah, l'état de la partie, connaître tout en fait. C'est voilà, c'est la seule notion qui fait que tu connais tout le jeu, c'est bah, juste connaître tout le jeu. Et il n'y a pas vraiment. Nous, on va s'attarder sur
certaines métriques, certains trucs à regarder pour mieux comprendre, avec leurs qualités et leurs défauts. Donc ouais, gagner un PV sur One Piece, tu peux compter ça comme du card advantage positif ou pas. Là, ça dépend plus de ce que tu as envie de raconter. J'aurais tendance à dire que la valeur par défaut, c'est que c'est du card advantage, mais il y a un monde où tu peux dire que c'en est pas. Et voilà, et je pense qu'on a fait un bon tour de la notion. En vrai, on a fait un plutôt bon tour de la notion, je pense. Non, vous en pensez quoi le chat? On a l'air d'être bon au niveau des questions. Ça parle pas encore d'avoir mal au crâne ou de rien comprendre, c'est qu'on doit pas être trop mal. Ok. Et ben on va peut-être. Ok, ouais, pas trop mal je pense. Et ben c'est parfait. On va pouvoir parler de la notion suivante, la notion de tempo. Alors je suis désolé, ça fait un peu classe, c'est pour ça que c'est cool les séances de questions-réponses, pardon, parce que sinon ça fait un peu genre juste espèce de cours magistral dégueu où je raconte ma life pendant 2 heures. Et donc c'est pour ça qu'on prend le temps de répondre aux questions et trucs, parce que bon, les explications c'est cool, mais faire que ça c'est un peu ennuyeux. Donc, la tempo. La tempo, qu'est-ce que c'est? La tempo, c'est une question très simple. Alors, c'est une question qui du coup a beaucoup moins de sens sur One Piece parce que One Piece est construit un petit peu bizarrement au niveau de ses donnes. Mais par exemple, pour les jeux comme Magic et Hearthstone, ça fait beaucoup plus de sens. La question est simple. Si j'ai autant de mana, de donnes, de ce que tu veux, de ressources que mon adversaire, comment je fais pour gagner? Parce qu'après tout, on a autant de ressources, donc pourquoi pas juste jouer les mêmes cartes et on va se retrouver exactement dans le même état de la partie et ça va rien changer, tu vois. Et juste le jeu par nature donnera l'avantage au premier ou au deuxième et tout. Et donc c'est pour ça que la notion de tempo est hyper importante. La notion de tempo, c'est... bah attendez, on va même carrément sortir la jolie définition. La tempo, c'est la somme de la valeur des effets d'une carte moins son coût. Ça fait très mathématique comme ça n'est pas du tout. En gros, je sais pas, une carte qui a 4000 de puissance, ça coûte 2. Et piocher une carte, ça coûte 1 en donne. Donc si ta carte, elle coûte 2 et qu'elle, du coup, elle a 4000 de puissance, elle fait piocher 1, bah, elle a une tempo positive. Et si elle coûte 3, elle a une tempo neutre. Et si elle coûte 4, elle a une tempo négative. Voilà, c'est à peu près ça le calcul. En gros. Et même chose, c'est un bon moyen cette fois d'analyser la puissance des cartes. En gros, alors le seul problème c'est que c'est un petit peu chiant. On va le voir justement sur comment on calcule la tempo. Et bah pour ça, on n'a pas trop le choix. Il faut un peu avoir un espèce de tableau, une liste de qu'est-ce qui coûte quoi. Donc avoir 6000 de puissance, combien ça coûte en donne. Piocher une carte, combien ça coûte en donne. KO un truc, combien ça coûte en donne, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu le souci là-dessus. Mais l'idée est là. L'idée, c'est que chaque effet, chaque propriété d'une carte a un certain coût, et c'est de se demander, de manière générale dans le jeu, combien chaque effet coûte, plus ou moins. Alors vous allez voir que c'est relativement intuitif, hein. Il n'y a pas trop de difficultés en général là-dessus, ça va. Qu'est-ce que raconte le chat? Un des sujets les plus durs à la tempo, oui, clairement. Et c'est pour ça qu'on va directement passer avec des exemples. Et je viens de giga réaliser que j'avais oublié de préparer ça. Donc ça va être encore plus incroyable que prévu. Euh, Hop, on va changer de scène et on va présenter encore une fois, par exemple, de la tempo. Alors on va commencer par un calcul un peu mignon. Si j'arrive à retrouver mes cartes. Un calcul un peu mignon. Alors, la tempo, on va comparer deux cartes. Ice Age et Kuzan. Kuzan, 5000 pour 4. On play, on pioche une carte. Et quand il attaque, on réduit de 4 le coût d'un personnage adverse. Il n'a pas de contre. Et pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse. Côté Ice Age, c'est un event qui coûte 1. Quand on le joue, moins 5 à l'adversaire. Et pour l'instant, on va pas regarder le trigger. Parce qu'ici, on va vraiment regarder la tempo de quand on joue les cartes plutôt que la tempo de quand on les chope en trigger. C'est d'un point de vue tempo, le trigger et jouer la carte, c'est deux effets différents.
Enfin, sauf si le trigger implique de jouer la carte. Vous avez compris. Ok. Kuzan, il fait quoi? Alors déjà les stats. 5000 pour 4. 5000 de puissance, combien ça coûte dans One Piece? 5000 de puissance, ça coûte 3. Voilà. Si on veut juste une carte qui a 5000 de puissance, ça coûte 3 dons. Ok. Piocher une carte, ça coûte combien? Ça coûte, en fonction de à qui vous demandez, 1 à 1,5 dons. À peu près. Des fois 0,5, mais tranquille. Mais juste piocher bêtement la carte du dessus du deck, ça vaut, on va dire, en moyenne 1 don. Et faire -4 à l'adversaire, alors c'est techniquement pas exactement le même effet que Ice Age, sauf que comme ici on n'a pas à perdre de cartes pour faire l'effet, on va dire que ça vaut à peu près le même coup que Ice Age, ça vaut 1 don. Donc quand on le joue, Kuzan, donc pour 5000 de stats ça coûte 3 dons, et pour piocher une carte ça coûte 1 don. Donc en fait quand on le joue, il a une tempo plutôt neutre. Ok, bon alors, après il y a des notions de curve et tout qui font que la carte est forte, mais en vrai quand on joue, bah, c'est un 5000 pour 4 qui se remplace, c'est cool, mais c'est pas la carte trop forte qu'il faut absolument bannir. C'est bien. D'accord? En revanche, à chaque fois qu'il va attaquer, on va gagner 1 don de tempo. On va techniquement, on n'aura payé que 4 dons, mais on aura fait des effets qui coûtent 6 dons. Et en carte advantage, la carte est complètement fumée aussi, mais ça c'est un autre débat. Voilà, c'est un peu le moyen de comprendre, de choper la notion de tempo. La seule partie compliquée dans la notion de tempo, c'est d'avoir l'espèce de tableau qui te dit qu'est-ce qui coûte quoi. Alors pour les stats de puissance, l'avantage c'est qu'on a les vanilla, qui sont donc toutes les cartes qui n'ont pas d'effet, qui ont juste du coup 3000 pour 1, 4000 pour 2, 5000 pour 3, qui nous donnent une référence. Et ensuite, pour les autres effets, on fait par rapport à ce qu'on trouve dans le jeu, ou même typiquement des cartes comme Ice Age qui sont hyper pratiques, qui permettent de mettre un prix sur un effet. Oui, alors effectivement, on parle pas du 1000 de contre sur Kuzan parce que quand on joue la carte, ça change pas grand chose. Mais ouais, techniquement, Kuzan n'a pas le 1000 de contre. Ça, c'est juste pour une question d'équilibrage parce que s'il était sorti en P2 avec 1000 de contre, je vous parle pas des problèmes de à quel point Noir serait complètement craqué. Euh... Ok, un autre exemple pour la tempo, et c'est là où ça fait chier d'avoir strictement rien préparé, ça va être entre Big Mom Asset et Soul Pocus que je vais chercher direct. Hop, voilà Mademoiselle Big Mom Asset. Et voilà le Soul Pocus. Ok. Un autre moyen de voir la tempo, d'aborder la notion de tempo. Encore une fois, ici, on va oublier les triggers et les contres, parce qu'on parle vraiment des moments où on joue la carte. On peut s'amuser à le faire pour les triggers, c'est juste, ça démontre un petit peu moins ce que je veux raconter. Ok, alors, on a Big Mom à 7, donc 8000 pour 7. En effet, quand elle est jouée, on donne un choix à l'adversaire. Soit il perd un PV, soit nous gagnons un point de vie. Ok? À côté de ça, sous le Pocus, un événement qui pour 5. Quand on le joue, on donne un choix à l'adversaire, qui est le même, soit il perd un PV, soit on gagne un point de vie. Alors, là, c'est assez particulier, parce que ce qu'on voit, c'est que Soul Pocus et Big Mom ont le même effet au même moment. Donc ça a la même valeur. En revanche, quand on joue Big Mom, ça coûte 2 dons de plus, certes, mais on a un personnage à 8000 qui est sur le terrain. Alors que quand on joue Soul Pocus, ça coûte 2 dons de moins, mais on n'a pas de personnage sur le terrain. Donc, ça veut dire que quand on compare ces deux cartes, juste ces deux cartes-là, on se rend compte que Big Mom, techniquement, pour 2 dons, elle nous donne un personnage à 8000. Ce qui est extrêmement fort pour ceux qui seraient en train de dormir au fond de la salle. C'est extrêmement fort. C'est vraiment très très fort. Alors la vérité c'est que c'est plutôt Soul Pocus qui coûte trop cher que Big Mom qui coûte pas assez cher. Mais bon, elle a quand même plutôt un excellent effet pour son. Et donc c'est un autre moyen d'aborder la tempo, c'est que typiquement, si vous avez un event qui a le même effet qu'un personnage, soit votre event il doit faire des trucs supplémentaires, soit il doit coûter ridiculement moins que le personnage pour compenser pour la carte qu'on perd et donc les stats qu'on n'a pas sur le terrain. Et un autre effet qui va démontrer un petit peu mieux, un peu plus en profondeur la notion de tempo,
Ça va inclure un petit Luffy Asset et une carte qui est derrière moi. Et un petit Kid Asset. Alors, même discours, imaginons on joue les deux cartes en même temps. Qu'est-ce qu'on gagne? Je vais prendre des cartes dans le tas parce qu'on va en avoir besoin. Si on joue Kid Asset, pour 7, on a un personnage à 7000, donc 7000 ça coûte 5 dons, qui a bloqueur, un mot-clé ça coûte environ 1 don. Environ 1 don, à peu près. Et ensuite il a un effet, donne x1, si... Bah donne x1, à la fin du tour il peut se mettre droit, ok. Alors autant cet effet-là, il est impossible à quantifier, je dirais qu'il vaut entre 1 et 2 dons, mais honnêtement il est hyper dur à quantifier. Bon, je peux prendre ça. Bon, on va quand même parler de l'autre combo, vite fait, hop, ok. Luffy, à 7, quand on le joue, on gagne quoi? On gagne un personnage de 7000, encore une fois ça coûte 5 dons. Bloqueur, ça vaut environ 1 don. Et un effet un petit peu sympa qui permet de jouer une carte à 4. Alors, l'avantage de jouer une carte à 4, c'est que techniquement, c'est un coût qu'on n'a pas payé. Donc ça veut dire que quand on joue un Luffy à 7, on joue aussi une carte à 4. Donc en fait, déjà, c'est comme si on n'avait pas à payer la carte à 4. Donc c'est comme si Luffy avait 4 dons de tempo en plus. Donc il serait, en l'occurrence, le Luffy, avec ces effets-là, il serait environ à 10 dons de tempo pour 7. Ce qui est excellent. Hein, c'est-à-dire économiser 3 dons à chaque fois que vous jouez un Luffy, c'est un vrai bonheur. La condition pour faire ça, c'est que vous devez avoir en main une carte à invoquer. Et là où ça peut devenir un petit peu comique pour le Luffy, alors techniquement, il ne faut pas vraiment le prendre en compte quand on évalue une carte, mais la vérité, c'est que c'est quand même quelque chose qui est possible. C'est que la carte que Luffy peut invoquer, elle aussi, elle peut invoquer autre chose. Et là, le Luffy, sa tempo, elle valait à peu près 10 dons. Maintenant, elle en vaut 13. Alors, pas exactement, parce que techniquement, il faudrait plutôt faire par rapport au stade du Brook et tout, mais l'idée est là, même si c'est 12, ça reste exceptionnel. Vous imaginez, vous payez 7 dons et vous avez l'équivalent de 12 dons. C'est très fort. Alors, je pourrais encore amuser le truc à descendre avec Robin et tout, mais vous commencez à choper le concept. Cependant, faut pas oublier que ici, le Staskid, à chaque tour, il va récupérer un effet qui vaut... En vrai, je dirais que ça vaut à peu près 1,5 dons. Profite bien de ton ciné, Noftar. À bientôt. Et donc en fait, en techniquement 2 tours, il va à peu près rattraper la tempo de Luffy avec son effet. C'est juste que c'est un petit peu plus compliqué à quantifier. Et, mais l'avantage, c'est que ça peut avoir une value infinie pour peu qu'on le joue suffisamment tôt dans la partie et que la partie dure suffisamment longtemps. Voilà l'intérêt de la tempo. On va repasser à parler avec ma petite tête. Alors, à quoi ça sert la notion de tempo? Comprendre la notion de tempo, c'est comme comprendre la notion de card advantage, c'est exactement les mêmes objectifs. Ça sert à comprendre comment gagner une partie, parce que la notion de tempo est essentielle sur gagner une partie, vu que One Piece fonctionne avec des dons, et savoir combien de dons on doit dépenser pour gagner la partie, parce que certes, un deck, il peut peut-être gagner la partie en dépensant 250 dons, de manière garantie, mais si le deck qu'il affronte, il a 90% de chances de gagner la partie en dépensant 150, il gagnera avant la très grande majorité du temps. Donc la tempo, c'est hyper important, parce que ça force tous les decks à... Enfin, ça va classer même les decks à différents niveaux en fonction de ce qu'ils sont capables de faire par rapport au coût qu'ils payent. Et c'est hyper important. Alors, on pourrait commencer, même si vous laissez éclater, à avoir la valeur d'un côté la tempo du deck et de l'autre côté le coût total du deck. Mais là, ça serait un peu compliqué. Mais je suis presque sûr que ce serait hyper intéressant pour comprendre quels decks sont méta et quels decks ne le sont pas. Et maintenant, on va passer aux petites questions du chat. Si vous avez des questions à propos de la notion de tempo, des choses que vous n'avez pas compris, des situations à clarifier, si vous voulez des exemples supplémentaires, dites-moi tout.
Ça fait penser que Great Eruption, en termes de value, c'est fort. Draw plus -2 de cost pour un don. Bah, en fait, Great Eruption, c'est pas une mauvaise carte, mais techniquement, c'est pas, en termes de tempo, c'est pas la carte du siècle, hein. Elle est à 1,5 don de value, enfin pas de value, mais de don qu'on obtient alors qu'on paye 1. C'est cool, mais c'est pas transcendant. Faire -2 à un coup, ça vaut quasiment rien. Alors oui, si tu compares à Tsuru, ouais, ok, tu peux dire piocher 1, ça coûte un don, et une Tsuru, ça coûte un don aussi, sauf que la vérité, c'est que Tsuru, elle coûte un peu cher pour son effet. Donc on est plutôt autour d'1,5 don pour Great Eruption. Donc c'est une bonne carte. C'est clairement une bonne carte. Ça a même techniquement toujours été une bonne carte, c'est juste qu'elle rentrait très mal dans les decks qu'on avait. Et ce sera probablement une bonne carte pour encore un bon moment. Exemple de leader basé sur la tempo Doflamingo OP1. Oui, Doflamingo OP1, Doflamingo OP4, c'est encore pire parce que lui il gagne 2 dons à tous les tours. Ce qui en termes de tempo est absurde. Euh, beaucoup de leaders sont les responsables de la tempo dans leur deck. Moria, j'ai cru voir ça passer dans le chat. Moria en termes de tempo, c'est un film de boule, hein, vraiment. Carotte qui dit, tu parles pas de Big Mom à 10. Et bah, j'allais dire, on va chercher Big Mom à 10. On va peut-être pas chercher Big Mom à 10 parce que je suis pas sûr de les avoir. Je vérifie, mais je suis pas sûr de les avoir. Alors, je suis en rate de Big Mom à 10. Donc, j'ai l'impression que je suis un dauphin là quand je rêve une fauteuil comme ça. J'ai pas de Big Mom à 10, donc on va en parler vite fait. Admettons, on compare Big Mom à 10 en disant que ça coûte. Allez, on va dire ça coûte 3 dons le coût des PV. À peu près. On va dire que gagner un PV ou faire perdre un PV à l'adversaire, ça coûte à peu près 3 dons. En vrai, ce sera un peu plus que ça, mais disons que c'est 3 dons, ok. Big Mom à 10, elle est à 12 000 pour 10. Donc déjà, techniquement, juste sur ses stats, elle est rentable. Et ensuite, son effet, il fait un truc à 3 dons et un autre truc à 3 dons. Ça fait environ, allez, comme c'est un peu plus que 3, on va dire que ça vaut à peu près 7 dons. Donc ouais, techniquement, en termes de tempo, Big Mom à 10, elle fait gagner 7 dons vu qu'elle en coûte 10 et qu'elle rapporte 17. Après, les cartes à 10, c'est particulier parce qu'elles arrivent à un stade dans la partie où l'adversaire peut répondre, machin, mais oui, Big Mom à 10 en termes de tempo, c'est un monstre absolu. Clairement, et c'est pour ça que la carte est forte, hein. On va vraiment pas. En plus d'avoir un effet très unique qui te rend ta win condition 40 fois plus facile à faire, c'est une carte qui en termes de tempo est extrêmement puissante. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de decks qui perdent contre jaune, enfin contre Katakuri, parce que Katakuri il fait Big Mom à 10, Big Mom à 10, et t'as payé 20 dons, t'en as 34, et l'adversaire il peut pas gérer ça. C'est pas possible. Euh, Utaver, c'est plus du card advantage. C'est les deux. Le truc d'Utaver, c'est que c'est du card advantage et de la tempo. Et que ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Il y a juste du card advantage et de la tempo. Il n'y a pas de condition de victoire. Utaver, ça n'a pas de moyen de gagner la partie autre que de mettre des grosses cartes et de prier pour que ça marche. À peu près. Alors il y a I'm Invincible qui vient rattraper un peu le tir. Parce que sans cette carte, ce serait impossible. Mais globalement, la stratégie de Uta, c'est de dire mon board est meilleur que le tien, bonne chance. Et si le mec en face il gère ton board, bah Uta a plus de deck en fait. C'est fini. Sinon, en carte tempo, l'event de film New Genesis, une vraie carte en termes de tempo, bah c'est pas compliqué. Peu importe ce que tu obtiens pour 0 don, c'est extrêmement fort. Donc ouais, en termes de tempo, New Genesis, c'est genre sale carte, vraiment vraiment sale carte. New Genesis, elle vaut ouais. Tuto, ça vaut un petit peu plus qu'un don. Environ, ça vaut à 1,2, 1,3 par là. Donc ouais, c'est littéralement en fait, la force de New Genesis, c'est non seulement en termes de tempo, c'est intéressant, mais surtout, c'est intéressant parce que euh, c'est tout le temps. T'as pas de conditions. C'est gratuit. C'est de la free tempo. Et en fait, juste la carte se remplace par une des cartes clés de ton deck.
Enfin, à l'exception de Dofidis et Kidavi, qui sont les autres cartes qui étaient en deck. Mais pour la moitié des cartes importantes, surtout dans un deck qui a besoin d'avoir, je rappelle, plusieurs cartes en main pour pouvoir comboter, je suis en train de mettre des trucs sur le tapis. Euh, alors qu'on voit pas le tapis. Pour un deck qui a besoin d'avoir plusieurs cartes en main pour comboter, une carte qui permet de choisir les cartes que tu vas avoir en main gratuitement, c'est juste beaucoup trop fort. Et c'est New Genesis, c'est une des raisons avec du coup Kid 8 et Dofla et juste l'effet du leader qui fait que le deck est viable. En dehors de ça, le deck le serait pas. Parce que malheureusement, en fait, dans One Piece, le board, c'est pas terrible. Le board n'est pas quelque chose de fort dans One Piece. Il y a des decks où juste avoir un bon board, c'est gagner la partie. Enfin, il y a des jeux, pardon. Avoir un bon board, c'est gagner la partie. Dans Yu-Gi-Oh, la partie n'est que le board. Et éventuellement un petit peu le caramété de genre main. Mais Yu-Gi-Oh, la partie, c'est que le board. C'est que qu'est-ce que tu es capable de coller sur ton board en un tour. Et One Piece, c'est pas du tout ça. One Piece, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui est une très bonne chose, mais du coup, ça rend le jeu un petit peu plus tordu à analyser. Oui, mon board est meilleur que le tien et j'ai 12 cartes en main. Bah, d'ailleurs, c'est un truc que tu peux regarder sur cette méta. Au méta d'OP1, OP2, voire même OP3, généralement, les decks méta, ils arrivaient à avoir 4, 5 cartes en main dans leur déroulement normal. Les decks de la méta actuelle, c'est pas choquant de les retrouver avec 8 ou 9 cartes en main dans leur fonctionnement normal. Genre, pas dans une partie bizarre où t'as plein de cartes en main, juste la partie moyenne, t'as facile 7, 8, 9 cartes en main. Et c'est la raison pour laquelle ces decks-là sont dans la méta, c'est juste parce qu'ils font beaucoup plus de caramétage que les autres. Alors, c'est pas la seule raison, mais c'est clairement une des plus grosses raisons. Parce que les meilleurs decks de la méta, c'est des decks qui ont des tonnes de cartes en main, parce que c'est un des meilleurs moyens de gagner la partie. Euh, Tu joues ton deck à 46 cartes. C'est même un peu mieux que ça, parce que non seulement tu joues à 46 cartes, mais en plus de ça, tu choisis les cartes. Donc tu joues ton deck à 46 cartes, et tes mains ont des probabilités supérieures d'être bonnes. Gratuitement comme ça. New Genesis, c'est vraiment scandaleux à ce niveau. Yu-Gi-Oh! C'est pas un très bon jeu en même temps, pardon, je suis méchant. Euh... Uta, c'est vraiment 12 à toutes les games. En vrai, ça dépend. En vrai, normalement, avec Uta, t'es quand même censé protéger ton board et ça te coûte très cher en counter. Mais oui, effectivement, c'est pas grave, tu passes à 10 cartes avec Uta dans ta main. C'est juste que tu redescends à peu près aussi vite à 5 cartes juste à cause des contres. Mais oui, oui, Uta, bon card advantage. De toute façon, encore une fois, hein, la stratégie du deck, c'est que ça. Hein. La stratégie du deck, c'est avoir plein de cartes en main et mettre des gros trucs sur le board et prier. Enfin, en fait, c'est même pas mettre des gros trucs sur le board, c'est mettre plein de trucs pour pas cher sur le board. C'est juste la tempo. Hein. Tu joues une carte à 7 et d'un coup, t'as 10 dons sur ton board. Enfin, 14 dons sur ton board et ton adversaire, il te regarde bizarre et t'es en mode, bah ouais, mon deck est fort. Et les Nami aident clairement. Hein. On l'a pas parlé. Bah, on va en parler bientôt. Dans genre 20 secondes. Enfin, non, 20 secondes, donc plutôt 15 minutes, du coup, on va arriver à Nami. Euh, les Nami vertes, c'est une carte qui a une tempo pas transcendante, a un plutôt bon card advantage, mais qui, quand tu mets les deux ensemble, et en particulier dans le deck Uta, est stupide. La carte est stupide. La carte en termes de tempo est complètement stupide. Donc, euh, donc voilà de quoi on va probablement parler juste après. Et je pense que côté chat, on est bon au niveau questions, puisque je vois que c'est juste Yankee qui divague sur Nami. Yankee qui doit d'ailleurs adorer le deck Uta, vu à quel point il nous le fanboy dans le chat, on va recentrer la caméra. Euh, Pour ça qu'elle est leader locked, la carte aussi. Alors, New Genesis est leader locked, effectivement, Nami l'est absolument pas. Hein. Nami, elle est archetype locked, effectivement. Tu peux la jouer que dans le film. Mais, euh, non, Nami est pas du tout leader locked, c'est juste que l'archetype film, de toute façon, il est fort. Son meilleur deck, c'est Uta, donc de toute façon, c'est comme si elle était bloquée à Uta. Oui, tu parlais bien de New Genesis, ok. Oui, heureusement que Genesis est leader locked, t'imagines l'horreur. Sinon, c'est simple, absolument tous les decks la joueraient en focal, en gros. C'était à peu près. S'il n'était pas limité à son archétype et son leader. Euh, je pose des questions bêtes, hein, mais j'essaie de trouver les questions de gens qui découvrent pour les poser. T'as bien raison. T'as bien raison, même si je pense que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est pas le truc que je conseillerais aux gens qui débutent sur le jeu. C'est bien de poser ces questions-là. Au moins, vaut mieux avoir un peu trop d'informations que pas assez du tout. Euh, Est-ce que ça vous dit qu'on parle de la curve maintenant Mauvais papier, my bad. Ça vous dit qu'on parle de la value et que je suis un demeuré et que j'ai pas pris le bon papier.
Euh, Vraiment, ça fait 20 minutes que je dis qu'on va parler de la value en troisième, et là, d'un coup, je prends le papier, je dis le premier mot, mais c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était clair, il fallait prendre l'autre papier. Oh merde. Faut peut-être que je range un petit peu d'ailleurs. Hop, ça dégage. Voilà. Ok. Parlons de la value. Bonsoir, Zuli, Chouli, je sais pas trop. Bonsoir à toi, bienvenue. Comment vas-tu? Prends place. On est en train de parler, pour Zuli et pour d'ailleurs tous les gens qui nous rejoignent, on est en train de parler de certaines notions de théorie craft, de certaines notions de comment comprendre le fonctionnement, les mécaniques du jeu One Piece Trading Card Game. Alors techniquement, pour l'instant, tout ce qu'on a dit s'applique aussi aux autres jeux de cartes, mais là, on le fait vraiment du point de vue de ce jeu-là. Et donc, ouais, installez-vous confortablement. Comme je disais, un grand verre d'eau et un doliprane dans le doute. Et on va pouvoir enchaîner sur la notion suivante que je voulais aborder ce soir, qui est la notion de value. La notion de value, elle vient d'une question extrêmement simple qu'à peu près tout le monde se pose, qui se dit comment je sais qu'une carte est meilleure dans une situation donnée. C'est tout. La question de value sert juste à répondre à ça. Tu dis, ok, je suis dans telle situation, quelle carte est la meilleure à jouer? Alors, généralement, c'est par rapport à un ensemble de cartes définies avant. C'est-à-dire, genre, typiquement, les cartes dans ta main. Tu vois les cartes dans ta main, tu vois les cartes qui sont sur le plateau. Ok, c'est quoi la meilleure carte en termes de value? C'est à ça qu'on va répondre. La value, alors en termes de définition, ça a une sale tête. Euh, la, la value, c'est la valeur en jeu d'une carte dans une situation donnée. De manière instantanée ou continue, ça peut être à un instant T ou sur l'étendue d'une partie. Euh, et il ne faut surtout pas, ça ne prend pas du tout en compte les win conditions. Ça, c'est un truc hyper important sur la value des cartes. La notion de value ne prend pas la notion de condition de victoire. En gros, quand on regarde la value d'une carte, ça permet d'évaluer une carte, sauf que pour pouvoir le faire de manière à peu près précise, on peut pas essayer de prendre en compte comment le deck qui la joue et le deck qui l'affronte gagne la partie. Parce que si on essaie de faire ça, on va juste se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc, on a oublié ça. On regarde juste, ok, en termes de card advantage, en termes de tempo, et par rapport à la situation, c'est quoi la value? Genre, quelle est la carte qui est le plus intéressant, la plus intéressante à jouer, pardon. Qui est la plus intéressante à jouer. Comment on compte la value? Alors, contrairement aux card advantage et à la tempo, qui sont des trucs où on peut vraiment genre prendre une feuille Excel et dire telle carte elle a tant de tempo, telle carte elle a tant de value, enfin telle carte elle a tant de card advantage, pardon. Alors, on peut pas faire une feuille Excel et dire telle carte elle a tant de value, parce que la value est dépendante de la situation. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure, alors pour YouTube c'est dans la vidéo précédente, pour le live c'est il y a une bonne demi-heure. Quand on parlait tout à l'heure de Otama, Otama c'est une carte qui fait pas perdre de card advantage, qui a une tempo dégueulasse, mais qui en termes de value, en fait on compte pas ça dans le card advantage parce que euh, mais bah, pardon, excusez-moi, complètement bugué. Parce qu'en fait, ce que vaut Otama sur le tapis, ça dépend grandement de dans quelle situation t'es. Otama, si tu joues Zoro et que le mec en face, il joue Lucci, enfin il joue Lucci, pardon, il joue Sakazuki, t'as Otama, sa value c'est zéro patate. Parce que elle va se faire casser la tronche et les demi de puissance que tu auras enlevé à Rebecca, ils vont servir à rien, à peu près. Euh, Otama dans un deck rouge-bleu, bah, ça peut avoir plus de value. Parce que bleu a la capacité de remonter ses cartes en main. Et donc techniquement, Otama, qui est censée être une carte un peu perdue une fois que tu l'as mis sur le plateau, bah, dans bleu, elle l'est pas du tout. Dans bleu, elle peut encore revenir et être intéressante. Vous voyez un peu l'idée? La value, c'est ça. La value, c'est quelque chose qu'on peut donner que dans une situation donnée. Alors, c'est un peu chiant parce que du coup, le card advantage a ses limites, la tempo a ses limites pour évaluer une carte, la value a ses limites. Vous allez voir que c'est pour ça qu'on va voir avec le temps beaucoup beaucoup de notions différentes parce que le problème c'est que toutes les notions ont des limites. On peut pas s'attarder sur certains, on peut pas s'attarder sur la value d'une carte juste comme ça prise au milieu d'un truc. Ça marche pas, ça n'a pas d'intérêt parce que la value c'est quelque chose qui est dépendant de l'état du jeu dans lequel tu es. Et donc quand tu es en train d'évaluer une nouvelle carte, tu peux pas évaluer sa value, tu peux évaluer que sa tempo et son card advantage parce que ça c'est des notions qui prennent pas en compte la situation.
Yankee qui donne une autre définition qui dit l'évaluation de la valeur. Ah non, c'est pas une autre définition, qui dit juste l'évaluation de la valeur, ça s'acquiert en jouant beaucoup. C'est vrai. Mais techniquement, un mec qui a jamais joué au jeu peut avoir plutôt juste sur la value d'une carte s'il a bien révisé avant. Donc, ouais, la value, alors on peut pas le compter, mais c'est un truc qu'on peut facilement choper avec l'intuition, et c'est pour ça que ça s'acquiert en jouant beaucoup. C'est pour ça que ça s'acquiert avec l'expérience, parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement avoir comme intuition. La value, en gros, c'est un peu, tu prends le card advantage, t'ajoutes la tempo, et t'adaptes un petit peu à la situation. C'est-à-dire que juste, tu dis, bah, par exemple, si t'as un effet qui est conditionnel, qui dit genre piocher une carte si vous avez 3 cartes en main ou moins, et bah, adapter à la situation, c'est ça, c'est savoir si tu as pioché la carte ou pas. Et, par exemple, le Vlog Beam est une carte qui fait un card advantage de 0 si t'as, il me semble que c'est 3 ou moins en main, et qui fait un -1 si t'as plus. Donc, Love Beam est une carte franchement très moyenne si t'as plus de 3 cartes en main et déjà bien meilleure si t'en as 3 ou moins. Voilà, la value c'est prendre en compte ça. Et c'est le mettre du coup dans la situation actuelle. Euh... Oui, 4 cartes, tu comptes pas à Love Beam. Oui, alors bah, justement, dans mon explication, je comptais pas à Love Beam de base. Donc oui, 4 avant de la jouer, et voilà. Bon, vous avez suivi. Euh, Alors, et un autre truc qui est hyper important, la value d'une carte change avec le temps. Comme elle est dépendante de la situation, si la situation change, la value d'une carte change. C'est pas rare que des fois vous jouez un personnage parce que vous avez que ça à jouer dans votre main, et d'un coup votre adversaire il joue quelque chose, et le personnage que vous venez de jouer en fait est très fort contre ce truc-là. Et du coup, la carte que vous avez jouée avant, qui avait une value pas terrible parce qu'elle vous emmenait pas plus tant que ça vers la victoire, maintenant votre adversaire a joué cette carte, bah la carte d'avant gagne de la value. La value, c'est quelque chose qui change avec le temps. Raison de plus pour laquelle étudier la value d'une carte, genre si t'as une nouvelle carte, tu dis ok, elle m'apporte combien de value, ça n'a aucun sens parce que bah t'as pas une idée de la situation et la situation peut changer anyway. Donc c'est plus compliqué. C'est pour ça, si jamais je sais pas si jamais un jour on parlera des nouvelles cartes avec Noftar, je pense qu'on essaiera de faire un petit stream pour OP6 pour présenter des nouvelles cartes et tout. On va jamais parler de value. Très 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 peu. On va parler de tempo et card advantage. Et on parlera éventuellement, le moment où on va évoquer la value, c'est quand une carte a une value infinie, à la Bonnie ou à la Nami. À la Nami verte, je précise. Alors, quelques petits exemples de value. Pour ça, on va reprendre le tapis. On va sortir 2 cartes qu'on a déjà vues et en chercher une troisième. Je suis vite fait dans ma tête en train de voir où elle est. Hop, chercher une troisième carte. Et là, je pense que les gens vont voir où je vais en venir. Ok. Alors, on a d'un côté Seaquake, qui est un événement qui pour un dit. Alors, bon, si ton leader est Whiteboard Pirate, on va considérer que c'est le cas. Pour un, KO un truc qui a 3000 ou moins. Vista. Euh, c'est une carte qui 3000 pour 3, quand elle est jouée, KO un truc qui a 3000 ou moins. Marco, 6000 pour 5, quand elle est jouée, KO un truc qui a 3000 ou moins. Effet, quand il est KO, on peut défausser une carte pour le ramener en reste, sachant que ça ne peut pas déclencher le premier effet. Tu comptes pas l'anticipation des plays adverses dans la value du coup. On va plutôt essayer de se concentrer sur la situation actuelle, mais effectivement, si tu veux vraiment pousser le truc, tu peux anticiper les actions de l'adversaire. Mais déjà, tu vas voir que là, dans la situation qu'on va montrer, rien que regarder l'état actuel de la partie, c'est suffisamment intéressant. Alors, un exemple de value. Admettons, donc Vista. Vista, on va parler de son card advantage. Vista, pour le mettre de sa main sur son terrain, card advantage de 0. Son effet KO quelque chose. Donc l'adversaire perd une carte, donc son card advantage, c'est +1. Ok. Ensuite, ses stats, c'est 3000 pour 3, alors que 3000, ça vaut 1 don. Donc, Vista est une carte qui n'est pas terrible en termes de tempo. Tout simplement parce qu'elle coûte trop cher. Vista serait une bien meilleure carte si elle coûtait 2. Parce que c'est pas le cas. Ok. Mais en termes de value,
Pourquoi on joue Vista? Parce que Vista, il était pas terrible, même à OP2, et pourtant à OP2, Vista, on le voyait partout. Pourquoi on joue Vista? Parce qu'en fonction de ce qu'il peut KO, et des trucs à 3000 ou moins, il y en a plein dans le jeu. Si KO un truc, par exemple, une Rebecca, admettons, bon, c'était pas OP2, mais si KO une Rebecca dans la méta actuelle Vista, et bah, ok, jouer une carte à 3, ça coûte 1 don. Jouer une carte. Enfin, pardon. KO un truc en face, ça coûte 1 don. Mais admettons que le truc en face, il ait coûté 4 don. D'un coup, la tempo remonte. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, oui, KO un truc à 3000 ou moins, de manière générale, dans l'absolu, ça coûte 3000. Sauf que d'un coup, le card advantage dit plutôt cool, la tempo dit franchement pas ouf. Les deux ensemble, ça fait une carte correcte. Par contre, dans une situation où il y a une Rebecca sur le board adverse, bah Vista, c'est une bonne carte. Parce que bah Vista, il va te coûter 3 dons et fumer un truc qui coûte 4. Alors, bon, techniquement, la Rebecca, il y a certains les dons qui sont partis pour poser une autre carte. Mais ça, c'est un autre débat. Mais vous voyez ce que je veux dire? La value, c'est quelque chose qui est dépendant de la situation. Seaquake peut avoir une value aussi intéressante, voire plus intéressante que Vista. Parce que Seaquake coûte que 1 don. Et pour 1 don peut KO des trucs qui sont moins chers. Et dans certaines situations, avoir un body à 3000, ça change rien à ta vie. Du coup, juste jouer l'event pour KO un truc aussi fort que Vista l'aurait fait, mais pour 2 dons de moins, c'est typiquement c'est intéressant. Dans l'exemple d'un bloqueur au tour où tu essaies de finir la partie. Les 2 dons de Vista, tu t'en fous parce que de toute façon, il va pas attaquer. Donc, juste la value de Seaquake à ce moment-là, supplémentaire, est intéressante. Alors, en termes de value, Robin est intéressante comme carte. Ça dépend vraiment de quelle Robin tu parles. Mais si tu parles de la Robin à 1 qui est sortie dans P5, oui. Elle est même dans les exemples, je crois. Non, elle n'est pas dans les exemples. Mais oui, clairement, la Robin est très intéressante. Et ensuite, le Marco A5, qui clairement, en termes de value, est hyper intéressant. Parce que l'avantage, c'est qu'il pose un body à 6000. Ce qui est en gros toujours fort. Bon, sauf le tour où tu essaies de finir. Mais sinon, qui est en gros toujours fort. Et KO un truc à 3000 ou moins qui peut être potentiellement une carte, admettons, même si c'est une brûlée, c'est fort. Parce que brûler, ça coûte 3, c'est chiant. Et l'effet de revenir fait qu'en fait, au moment où il meurt, tu as le choix qui coûte 0, parce que bah, si tu défausses une carte pour le garder lui, techniquement c'est un 0. Tu as, non seulement il fait un 0, mais il fait un 0 qui te donne le choix entre potentiellement une carte qui te sert strictement à rien et une carte qui peut te sauver la partie. Donc la value de Marco est en moyenne très très bonne. Alors il faudrait une situation donnée, encore une fois, pour savoir exactement où elle en est, mais de manière générale, la value de Marco est très bonne. De toute façon, tous ceux qui ont joué Ace ou Whitebird le savent, hein, on joue pas à cette carte en 4 ou 3 exemplaires pour rien. La value de Marco est bonne. Sachant que son card advantage était déjà bon et que sa tempo était déjà bonne. Robin OP1, alors on en parlera plutôt dans les questions-réponses, mais l'intuition comme ça, c'est plutôt oui. Ok. Reprenons en termes de value. En fait, vous allez voir que c'est un peu du bis repetita de ce qu'on a fait avant, et je viens de perdre les cartes dont je voulais parler. Elles sont je suis fou. Giga fou. Attendez. Je peux les cartes? Ah non, c'est bon, j'ai retrouvé les cartes. Ok. Autre exemple de value. Alors, on a déjà dit que Kuzan, le card advantage, c'est cool. La tempo, c'est plutôt bien. Ice Age, en termes de card advantage, c'est un drame. En termes de tempo, c'est correct. Et sauf que la différence, c'est que Kuzan, le card advantage, validé. Ok. La tempo, à partir du moment où il peut attaquer, c'est bien. Et justement, la value de Kuzan est très simple. Est-ce qu'il y a des cartes pour lesquelles on peut réduire le coût en face de 4 ou plus? Parce que techniquement, la value de Kuzan, c'est aussi dire que bah, s'il n'y a que des cartes à 1 en face, l'effet de Kuzan, il vaut carrément moins. Sauf que s'il y a des cartes qui coûtent cher en face, on fait tout le temps 4, donc c'est tout le temps intéressant. Et surtout, s'il est capable de taper 1, 2, 3, 4 fois, la value de la carte est exceptionnelle. La value de la carte est exceptionnelle, vraiment. Pour le coup, vous imaginez, avoir 4 Ice Age gratuits, ça change une partie. Il y a combien de parties vous aurez gagné avec Noir si vous aviez eu 4 Ice Age en plus? La raison pour laquelle Kuzan est une carte si forte et si jouée,
c'est parce que sa value est excellente. Dans la méta actuelle, dans une méta où on sait qu'il y aura toujours des cartes avec 4 ou plus, la value de la carte est excellente. Bon, même si Zoro vient toujours péter toutes les stats comme d'hab, hein, et c'est pour ça que, typiquement, quand vous jouez contre un Zoro, ou même contre un aggro très violent en général, Kuzan est une carte que vous défaussez, parce que sa value sur le moment est beaucoup plus basse. Je viens de voir un truc extrêmement inquiétant. Il y a marqué bienvenue sur le chat. Et normalement, c'est un truc qui s'affiche que en live. Il y a une coupure, tout va bien, tout le monde m'entend, tout le monde est présent. C'est bon, le live va pas exploser en vol. On est tranquille. Étant donné que personne répond, je commence à m'inquiéter beaucoup. Mais genre beaucoup. Non, tout le monde est mort. À l'aide. Non, c'est bon, ok, c'est bon. Tout va bien. Putain, il doit y avoir un délai de fou. Oula, il va falloir que j'aille chercher une carte. Oh, pour le prochain exemple, il va falloir que j'aille chercher une carte depuis l'autre bout du monde. Bougez pas, je reviens. Là, alors, un dernier exemple pour parler de value. Je vous présente Mancheri et Uta. Ok. Ok. Parlons d'Uta. Alors, Uta, en termes de card advantage, comme c'est un personnage par définition, quand on la joue, c'est un 0. Son effet récupère une carte. Donc, en card advantage, c'est un +1. En termes de tempo, bah, elle coûte 4 et elle a un effet qui coûte 2. Piocher une carte, admettons, ça coûte 1. Donc, elle a une tempo pas terrible. Mais en termes de value, les cartes film rouges coûtant pas forcément très cher et surtout ont des effets très souvent très intéressants, à ce prix-là, la value de Uta dans certaines situations peut être gigantesque. Je pense notamment au bloqueur qui change ses stats, qui va sortir dans OP6. Pour récupérer cette carte-là, la value est gigantesque. Ok. Toutes les cartes qui sont capables de récupérer ou tutoriser, leur value dépend aussi des cartes qu'elles sont capables de choper. Tout ce qui chope dans le cimetière, c'est pareil. On peut parler pour Moncherry. Donc la value d'Uta est très intéressante. Mancheri. Alors, pour un, donc c'est un card advantage cool, une tempo dégueulasse. Pour un de plus, on va récupérer une carte qui, en termes de tempo, est intéressant. Mais surtout, en termes de value, Mancheri est folle parce qu'en fait, en particulier dans le deck Sakazuki, attendez, je demande à Cam de se concentrer. Dans Sakazuki, les cartes qui sont récupérables par Mancheri, c'est Lucci, Rebecca, Kuzan et Borsalino. Et dans tous les match-ups que vous avez joués, que vous allez jouer dans vos vies, avec Sakazuki bleu-noir, il y a au grand minimum une de ces cartes, quand c'est pas deux ou trois, qui sont extrêmement clés dans le match-up que vous êtes en train de jouer. Donc Mancheri, elle a de la value et elle est intéressante, non pas par elle-même, parce que son effet en soi, ok, il est cool, mais il change pas la face du monde. Non, ce qui rend sa value gigantesque, c'est les cartes qu'elle peut les récupérer, parce que les cartes qu'elle peut les récupérer sont des cartes. On a dit on a dit tout à l'heure que Kuzan est une carte avec une très grande value. On va pas le détailler, mais Rebecca c'est pareil, Lucci c'est pareil, et Borsalino c'est la value est cool, mais c'est surtout de la tempo qui le rend fort. En revanche, Mancheri est une carte qui a un énorme problème. Sa tempo, pardon, sa value à elle dépend de votre défausse. S'il n'y a rien dans votre défausse, sa value elle est inexistante. Et donc elle devient instantanément une très mauvaise carte et donc un contre 1000. Ok. On va vite fait passer aux questions du chat sur la value. Est-ce que vous avez des questions? Notamment, j'ai vu que Carod et Yankee aimaient bien poser des questions simples pour rendre ça plus facile à comprendre pour les gens. N'hésitez pas. Et même si vous avez des questions plus compliquées, allez-y le chat. Confiance en vous. En attendant, on a Xuli qui demande j'aimerais commencer à collectionner euh, ces cartes version Jap où je peux commencer à en acheter. Alors, avant de lire je vais lire la réponse de Carotte avant. Tu peux voir sur Card Market pour prendre des cartes à l'unité, sinon n'hésite pas à aller voir Baron Collection qui fait aussi bien du Jap que de l'anglais pour les displays et Starter Deck. Et avec le code Dog5, tu as 5% de réduction. Effectivement, Alors, Baron Collection n'est pas le seul importateur qui fait du Jap, mais c'est un bon exemple. Donc, ouais, en fait, il y a vraiment deux moyens d'obtenir des cartes japonaises.
La première, c'est à l'unité ou en produit scellé sur card market. Les produits scellés sur card market sont pas très intéressants, mais à l'unité, ça l'est. Et ensuite, effectivement, des produits scellés chez des importateurs tels que Baron Collection. Effectivement, c'est un bon moyen d'obtenir des cartes japonaises. Vraiment aucune question dans le chat? Pas de question sur la value, parce que là, il y a vraiment... Si vous avez vu des situations tordues où vous n'êtes pas sûr de quelle carte il fallait jouer, savoir analyser la value est probablement le meilleur moyen de savoir quoi jouer dans une situation. La value, c'est vraiment l'analyse de quelle est la meilleure carte dans une situation. Et il faut vraiment que vous voyez, pour, pour vraiment faire cette analyse de manière plus poussée, et ça où c'est un petit peu dur en partie parce que ça peut prendre du temps, c'est vraiment une question de, en fait, comment dans cette situation, je sais que je vais obtenir tel tempo et tel card advantage. Parce que oui, certes, des effets, ils sont cool en théorie, mais ils sont cool que parce qu'on part du principe que l'effet va pouvoir fonctionner. Mais si l'effet il fonctionne qu'à moitié ou il fonctionne bien mieux prévu, bah ça change complètement l'intérêt de la carte. La value, c'est ça. Donc, beaucoup de situations, notamment, bah, encore une fois, je reprends le avec Sakazuki bleu-noir. Sakazuki bleu-noir, il a des cartes qui sont exceptionnelles. On l'a dit pour Saino, Kuzan, Rebecca, Lucci. Sauf que toutes ces cartes-là, leur value change énormément. Ok, ce sont des cartes super fortes, pardon. Mais Lucci contre un deck qui n'a pas de board, ça sert à rien. Kuzan contre un deck qui joue que des cartes à 2, ça sert à rien. Borsalino contre un deck qui peut le gérer pour moins de 4 donnes, ça sert à rien. Et Rebecca, quand vous avez rien dans vos défauts, ça sert à rien. Pas de question en tête, mais ce serait en mise en situation que ça vient. De toute façon, on va faire un moment des commentaires de match. On va faire un moment des analyses plus poussées de certaines situations, de certaines choses, vous en faites pas. Et on prendra bien le temps de parler de value à ce moment-là, il n'y a aucun souci sur ce point. C'est une notion qu'on va réaborder. Comme l'intérêt de ce qu'on fait là, c'est de poser les bases pour les analyses de plus tard, de juste bah, pouvoir partir du principe que ces notions sont acquises et de s'en servir allègrement à partir de maintenant. Kuzan à 4 PV contre un deck jaune, ça sert pas à grand chose aussi. À 4 PV? Qu'est-ce que t'entends? Genre quand toi t'as 4 PV ou quand l'adversaire a 4 PV? Parce que je te jure que Kuzan contre un deck jaune, ça sert beaucoup. Étant donné que les decks jaunes, ils font du card advantage, mais qu'ils prient pour que t'en aies pas. Et que. Alors, je sais ce que tu veux dire. Ouais, voilà, tu vas sortir le Gedatsu, effectivement. Sauf que du coup. Alors, ok, il faut prendre en compte la value de Gedatsu, sauf qu'en soi, ton Kuzan, il est toujours intéressant. C'est juste que ton adversaire avait le contre de ta carte. Et bienvenue à toi, Luffy 03062. Bienvenue dans le chat, installe-toi confortablement et dis-nous comment tu vas. Et donc pour revenir sur Kuzan, effectivement, contre Gedatsu, le coup est fort et c'est pour ça, c'est peut-être dans ces situations-là où on peut se dire que la value, on peut adapter la value au play potentiel de l'adversaire. Mais la vérité, c'est que, en fait, quand tu joues ton Kuzan, que ton adversaire ait Gedatsu ou pas, ton Kuzan, il a toujours la même valeur. Et c'est bien d'ailleurs parce que cette valeur est élevée que le Gedatsu sur Kuzan va arriver. C'est parce que Kuzan peut t'apporter tellement de value que si ton adversaire fait pas Gedatsu, ça va vraiment mal se passer pour lui. Donc en soi, la value de Kuzan ne change pas, mais là c'est carrément une notion encore plus profonde de simplement de stratégie, de conditions de victoire et de timing, qui sont des notions de theorycraft beaucoup plus compliquées parce qu'il faut prendre à peu près tous les facteurs du monde en compte et donc on va pas trop s'étaler sur le sujet. Mais ouais, donc du coup la notion de value prend pas vraiment en compte ce fameux Gedatsu. C'est plutôt, c'est plus un ensemble de notions qui vont faire effectivement que on se rend compte que Kuzan c'est très fort dans cette situation, mais qu'il faut faire attention au Gedatsu qui peut du coup annihiler toute la value potentielle de Kuzan. Voilà, voilà. Mais ouais, on est pas mal sinon. On est quand même pas mal. On a bien expliqué. Il est quelle heure? Il est 20h43. Je confirme, on va dépasser un petit peu sur ce stream. Mais pas autant que ce que je pensais, donc ça va être sympa. On va repasser en just chatting le temps de préparer correctement cette fois la suite des événements. Alors, je vais juste checker que j'ai toutes les cartes pour la suite. Parce que là, on va parler d'une notion qui est un petit peu différente. Avant, on parlait
Enfin, jusque-là, on a parlé des notions qui permettent. Putain, recentre-toi la caméra, c'est le seul truc chiant avec cette techno, c'est que tu dois la recentrer de temps en temps. Euh, Pardon. Jusque-là, on a vu des notions qui permettent d'évaluer des cartes ou des situations. Et maintenant, la curve, qui est la prochaine notion qu'on va voir, ça va permettre plutôt d'évaluer un deck en général ou d'évaluer des stratégies. Et même, encore mieux que ça, de créer et de comprendre des stratégies. Wow, tout cassé à ma droite, tout va bien. Euh, Toc toc toc, est-ce qu'il me manque d'autres cartes? Est-ce qu'il me manque d'autres cartes? Pardon. Ça c'est prêt, il faut que je récupère. euh, Hop, il faut que j'aille récupérer la Robin. Alors du coup, oui, pardon, c'est ça dont j'avais pas parlé. Je sais plus si c'était en termes de tempo, en termes de value, mais la fameuse Robin d'OP1. Excuse-moi, Carotte, je l'avais oublié celle-là. La Robin d'OP1, en termes de card advantage, bah, c'est un bon vieux 0 comme tous les personnages que tu joues, donc jusque-là ça va. En termes de tempo, euh, techniquement, la tempo de la carte n'est pas grandiose. Parce que il lui faut un tour pour être vraiment effective, parce qu'elle est clairement dans le négatif quand tu la joues. Hein. 4000 de stats, ça coûte 2, donc quand tu joues 4000 de stats pour 3, elle est clairement dans le négatif. Et ensuite, KO un truc qui a 3000 ou moins, bah c'est KO un truc qui coûte 1 dot. Donc techniquement, c'est KO un truc qui coûte 1 dot de stats. Donc ouais, techniquement, t'es pas terrible en termes de tempo. Pour qu'elle soit intéressante en tempo, il faut qu'elle tape 2 fois. Et déjà, taper 2 fois avec une Robin, c'est plutôt un moment où on a bien géré. Hein. C'est rare qu'une Robin c'est déjà assez rare qu'elle tape une fois. Enfin non, taper une fois ça va. Mais la deuxième elle est compliquée à obtenir en général. Donc en termes de tempo elle est pas terrible. Par contre en termes de value elle est énorme. Parce que le moment où elle va KO une carte à 3000, euh, c'est un moment clé dans la partie. C'est un moment qui va permettre, si tu as un deck qui agresse beaucoup en face, bah, ça va complètement empêcher l'agression de ce deck là. Et c'est pour ça qu'on voyait beaucoup de Robin et de Vista dans les méta OP 1, 2, 3, c'est parce que c'était des méta où il y avait beaucoup de decks aggro. Et la value de KO un truc qui a 3000 ou moins dans ces méta-là est beaucoup plus présente. C'est beaucoup plus intéressant, ça a beaucoup plus de valeur de KO un truc à 3000 ou moins dans ces méta-là que dans les méta qu'on a aujourd'hui avec que des gros tons qui ont jamais moins de 3000. Euh, Toutes les one attacking sont pas folles en vrai dans le jeu. Bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde, la Lamy verte à 5000 pour 3 qui tuto, c'est un one attacking et il est exceptionnel. Kuzan, c'est un one attacking, il est exceptionnel. En vrai, la Robin à 3 d'OP1 dont on parlait juste avant, en soi, son one attacking, il est vraiment bien. C'est juste qu'il est hyper dépendant de la méta. C'est tout. Euh, Alors, l'Anami a le on-play. Même si t'enlèves le on-play, l'Anami est une bonne carte. Le on-play la rend juste absurde. Mais le one attacking, s'il avait juste le one attacking, elle serait forte quand même. C'est pas un problème. C'est juste que, en fait, Bandai, ils savent que, bah, comme ils ont imprimé cette carte, et qu'elle était trop forte pour ce qu'elle était, euh, clairement, ils savent que elle aurait jamais passé un tour, en fait. Donc, ils ont juste mis le on-play pour qu'on puisse profiter de son effet de temps en temps. Mais en soi, si tu fais pas le on-play, juste tu la joues à 5000 pour 3 ou tour 3, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Techniquement, c'est le même stat qu'un Usopp. Donc ça passe. Le souci, c'est que c'est lent. Ouais, mais encore une fois, de toute façon, dans One Piece, il se passe pas grand chose avant le tour 5. Hein. Donc tous les one attacking qui coûtent 5 dons ou moins, c'est pas grave. Honnêtement, c'est vraiment pas grave. Hein. Tous les one attacking qui coûtent 5 dons ou moins, c'est vraiment pas grave. Ce qui serait chiant, c'est d'avoir un Katakuri qui a un one attacking par exemple. Le Katakuri à 8, parce que le pauvre Katakuri, bah déjà, quand on arrive au tour 8, les decks en face qui sont un petit peu capables de contrôle, il le laisse jamais sur le board. Et effectivement, faire l'effet de Katakuri, devoir attendre un tour pour que ça ait lieu, c'est mort. C'est la pire carte du jeu. Euh, donc ouais, One Attacking, c'est cool sur des cartes pas trop chères, effectivement. Ça perd un petit peu de value sur des grosses cartes, parce que quand tu prends en compte les situations, effectivement, ça devient beaucoup moins fort. Mais ça reste correct. Ça reste. Le one attacking reste quand même un mot-clé très important. Et il a quand même. La force du one attacking, c'est que c'est un. Ça peut avoir value infini.
Et la value infinie, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est quelque chose dans lequel Verse est spécialisé, mais c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, beaucoup dans One Piece en particulier, qui est un jeu qui prend beaucoup de temps à se faire. Pas de play pour montrer tout ça. Pas de play pour montrer tout ça. Tu veux dire de vue sur le playmat? Non. Non, j'ai envie de parler en face cam. Je sais que ma tête est dégueulasse et que ma caméra est encore pire, mais j'ai envie de parler en face cam. Voilà, je peux pas résumer ça autrement. Et du coup, je devais aller chercher des cartes un moment et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais alors, on va passer comme ça. Je vais chercher une carte derrière. Après, on va faire un truc rigolo. Excusez-moi, c'est la seule carte dont je connais pas le code par cœur dans la soirée, donc j'ai du mal. Oui, Caro, toi-même, tu sais. Ah oui, pardon, de gameplay, ok. Euh, Faut jouer pour en parler, ça aide les nouveaux. Alors, c'est vrai que c'est une bonne idée de faire des parties de démonstration. Je sais pas si on va essayer d'en faire une ce soir, mais c'est une bonne idée de faire des parties de démonstration, effectivement. C'est là où on voit que je suis complètement à la masse parce que j'aurais dû y penser et que j'y ai pas pensé. Et t'as très raison là-dessus. Euh, mais là, l'important, c'est vraiment d'avoir un peu de faire la partie courbe théorique, si tu veux, pour que la notion soit, pour au moins qu'il y ait l'explication quelque part, pour que si quelqu'un la cherche, elle existe. Et après, on va faire notamment, bah, on a fait un tournoi dimanche avec Noftar, il a récupéré les rushs du tournoi, et on va faire des explications de parties. Et je pense effectivement que c'était déjà l'objectif de toute façon, mais les faire en version un petit peu plus théorie craft, expliquer pourquoi certains plays sont mieux en utilisant ces notions-là, ça va être vraiment intéressant. Mais ça sera du coup contenu plus full YouTube, et on nous fera peut-être quelques parties démonstratives en live pour que ce soit intéressant. Quel tournoi? C'était un store tournament de Utah qu'on a fait dimanche. Donc, pas un truc grandiose, hein, on était une petite dizaine, mais bah, un tournoi sympa avec des gens qu'on connaît, c'était là. Non seulement des gens qu'on connaît, mais des gens qui viennent régulièrement dans le chat. Après, pas déconnant de faire une vidéo théorie et plus tard une vidéo mise en situation. Et c'est même c'était à peu près déjà le plan. Mais la partie en stream, par contre, c'est effectivement une idée que j'avais pas eue et que on va probablement mettre en pratique demain aussi. Ouais, donc on fera ça demain. Je note demain, partie où on va décortiquer du Theorycraft. On verra si on fait ça. Si Noftar fait du One Piece, on fera peut-être ça avec Noftar, sinon on fera ça juste après ensemble. Donc, oui, la caméra du tapis, parce que j'ai pas mis pour rien, mais merde. On va faire un truc rigolo. Ok, on va. Non, Kid, je peux pas avoir tu disais pour l'instant. Euh, euh, alors, on va prendre un deck trié, parce que sinon ça va être une galère. Hop. Et on va trier le deck d'une certaine façon. Alors, bon, la prochaine notion, c'est la curve. Donc, j'espère que vous vous doutez bien que la manière dont on va trier le deck a un lien avec la curve. Euh, alors, le seul problème, c'est quoi? Il faut que j'étale les cartes d'une manière dont j'ai pas l'habitude. Euh, alors, on va faire des invocations vaudou là, avec mes cartes. Et encore, vous avez du bol. J'ai pas encore sorti le paint pour le Theorycraft. C'est pas impossible que ça arrive demain, vous allez voir, ça fait mal aux cheveux. Quand je commence à sortir le paint, c'est que la souffrance est grande. Les choppers, on les oubliait. New Genesis, pareil. Tac, tac, tac. Et ensuite, il nous reste ces damoiseaux là. Hop. Alors, je vais essayer de deviner dans le chat pourquoi on positionne les cartes comme ça. Et on va faire un trick encore plus drôle.
à faire un trick encore plus drôle. On va planquer ça sous un autre playmat. Voilà. Un autre playmat qu'on va bien placer, ce serait vraiment cool. Voilà. Ok. Et on va bientôt pouvoir se lancer. On va même pouvoir se lancer tranquillement dans la dernière grosse notion de théorie craft de la soirée. Après, une fois qu'on aura bien dépassé, on va lancer le petit sondage sur le Discord et puis on sera pas mal déjà. Donc, maintenant on parle de curve. Alors, la curve, d'où ça sort? La curve, c'est une notion qui permet de répondre à une question qui est très simple. La question, c'est comment, en un coup d'œil, je sais comment Index se joue. Parce que ça peut être con, mais je sais que par exemple, c'est un problème que Noftar a souvent. Noftar, quand on a des nouveaux decks, quand je lui file des nouvelles decklists, le problème c'est que il prend la decklist et il fait ok, mais comment on joue? Je sais pas jouer ce deck-là. Et la curve, c'est probablement l'outil qu'il faut connaître pour être capable de comprendre comment un deck fonctionne en un clin d'œil. Alors, définition de la curve. Là, ça va sonner beaucoup plus mathématique que c'est. Attendez l'exemple, ça va être beaucoup plus simple pour comprendre. Donc, la curve, c'est la répartition des cartes en fonction de leur coût, et en particulier des cartes qui prennent un tour à elles-mêmes. Alors, cartes qui prennent un tour à elles-mêmes, on y revient dans 2 secondes, et ensuite, la répartition des cartes qui forment une courbe, on y reviendra juste après. Donc, comment calculer? Alors là, on va surtout, c'est ça pour le coup, c'est assez particulier pour chacun des jeux de cartes. Là, on va vraiment s'occuper que pour One Piece. Et ben, on va répartir les cartes dans 2 catégories. Les cartes qui prennent un tour et les cartes qui ne prennent pas un tour. Ok? Alors, c'est quoi une carte qui prend un tour et c'est quoi une carte qui prend pas un tour? Euh, Commençons avec un exemple très simple. Iso et Nico Robin. Iso, il fait quoi? Donc 2000 pour 1, on play, vous regardez les 5 par carte dessus de votre deck et vous ajoutez une carte Whiteboard Pirates à votre main. Ok, les autres, vous les mettez en dessous du deck. Robin, 2000 pour 1, donc même statistique. On play, vous pouvez KO une carte qui coûte 1000 ou moins. Qui a 1000 ou moins de puissance. Alors, Iso, c'est une carte qui prend un tour. En l'occurrence, elle prend l'entièreté du tour 1. Si on joue ISO, on peut jouer ISO sur le tour 1, d'ailleurs même sur le tour 2, mais on peut jouer ISO sur le tour 1, et ça se suffit à lui-même, comme tour 1, il n'y a pas de souci. Ok? Jusque-là on est d'accord? ISO tour 1, à peu près tous ceux qui ont joué Whitebird et Ace connaissent, même Zoro, il n'y a pas trop de soucis. Ok? L'autre truc, c'est Robin. Est-ce qu'on peut jouer Robin au tour 1 sans trop se poser de questions? Alors, dans l'absolu, oui, elle coûte 1, donc on peut la jouer, et ne pas faire son effet, et pas un drame absolu. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas un drame absolu. Sauf que, en fait, non, on va dans la pratique, on joue Robin. On joue pas Robin pour ses statistiques, on joue pas Robin pour pouvoir la jouer au tour 1. On joue Robin presque comme un événement, parce que elle est capable de KO un truc qui a 1000 de puissance ou moins. Donc si on la joue au tour 1, c'est comme si elle n'avait pas d'effet. Donc on considère que Robin, elle prend pas vraiment son tour. Elle prend pas l'entièreté du tour. C'est ça qu'on entend par prendre le tour. Ça a l'air de sortir un petit peu de nulle part. J'ai un autre exemple pour vous aider, mais de manière générale, c'est quelque chose qu'on va avoir avec l'expérience, avec l'intuition, ça va vraiment commencer à se construire. Et à bientôt, Battre la Poste. Merci d'être passé sur le live et bonne soirée à toi. Ensuite, autre exemple qui va permettre de comprendre. Vous allez voir que c'est un petit peu dans la même idée. Borsalino et Rebecca. Borsalino, 5000 pour 4, c'est un bloqueur, et pendant le tour de l'adversaire, il gagne 1000 de puissance et il n'est pas KOable par des effets de carte. Ok? Est-ce qu'on peut jouer Borsalino sur le tour 4? Oui, on peut jouer Borsalino sur le tour 4. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin qu'on fasse d'autres choses pour fonctionner sur le tour 4, et il n'y a pas d'intérêt à faire grand-chose après. On peut jouer évidemment à d'autres tours que le tour 4, mais au tour 4, il fonctionne très bien. Rebecca, 0 puissance, coup de 4, bloqueur aussi. Par contre, son effet, ça va être de prendre un personnage noir dans notre défausse qui coûte entre 3 et 7, l'ajouter à notre main et prendre un personnage de notre main qui coûte 3 ou moins et le jouer reste. Alors, est-ce qu'on peut jouer Rebecca au tour 3? Encore une fois, dans l'absolu, oui, on peut jouer Rebecca au tour 3, ça fonctionne, qu'on puisse faire une partie de son effet, l'autre ou pas, machin, dans l'absolu, ça fonctionne. Est-ce que ça a un vrai intérêt de faire Rebecca au tour 4?
Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi? Parce que l'effet qu'on va vouloir faire avec Rebecca, c'est plutôt invoquer des Ina ou récupérer une carte à 4 qu'on a jouée auparavant parce qu'elle est bien dans le match-up et jouer par exemple un brand new de la main. Et le souci, c'est que pour réunir ces conditions, que ce soit deux cartes dans la défausse, deux cartes dans la main, ou d'interaction qu'on peut avoir avec le plateau de l'adversaire, et ben c'est des conditions qui arrivent jamais quand on est au tour 4. Parce que le tour d'avant, c'était le tour 3 de l'adversaire. Au tour 3 de l'adversaire, il ne peut pas avoir mis dans la défausse une carte qui coûte 4. Avec l'effet du leader, c'est possible que ça arrive, mais c'est pas super gagné non plus. Donc la vérité, c'est que Rebecca, c'est une carte qu'on joue quasiment jamais au tour 4, parce qu'elle n'est pas vraiment forte dans cette situation. Ok? C'est ça la différence entre une carte qui prend un tour à elle toute seule et une carte qui ne le fait pas. Encore une fois, c'est compliqué, ça vient avec l'intuition. Ok, et maintenant qu'on a à peu près cette notion-là, on a pris un deck qui est le deck Uta vert. Alors on mettra la decklist dans le... Enfin, la decklist est sur le Discord, il y a juste deux events qui sont pas là, mais ça change pas vraiment grand-chose à ce qu'on est en train de raconter. Donc bref, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a pris les cartes qui prennent un tour dans un deck et qu'on les arrange pour faire la cure de mana? Ça donne ce carnage monstrueux. Hop là. Ça donne ce carnage monstrueux. Désolé, petite caméra. Le Gerbotron 3000 est réactivé. Ok. Là, vous voyez. Alors, je vais prendre un stylo, mais je ne vais pas dessiner. Vous voyez que on se met à peu près au milieu des cartes et on peut tracer une espèce de courbe comme ça. Alors, bon, en l'occurrence, j'ai très mal rangé les cartes, donc c'est un peu une catastrophe parce que voilà, enfin, la hauteur des paquets est censée être proportionnelle au nombre de cartes. À peu près, parce que c'est mal rangé. Mais vous avez l'idée. On peut dessiner une espèce de courbe. Et là, vous voyez, la courbe, elle commence. Alors, techniquement, il faudrait partir à 0 et à. Enfin, à 1 et à 2 ici. Au début, elle est tout en bas. Elle remonte pour 3. Elle redescend 3, 4. Il n'y a même pas de carte à 5, donc elle redescend 3, 4, 7, 8, 10. Ok? Donc, techniquement, on a même un trou 4, 7, 10. Mais bon, à la limite, le trou qui est au milieu, on peut l'ignorer un petit peu. La curve de ce deck, c'est une curve qui est classé au milieu de partie. On voit bien que la majorité des personnages qui prennent un tour sont... Alors, le milieu de partie, c'est les cartes qui coûtent 6, 5, 4, 3, à peu près. Parce que, posez pas trop la question, vous allez voir avec l'habitude, ça ressemble surtout à ça. Les cartes qui coûtent 3 sont autant dans le début et dans le milieu de partie. 4, 5, 6, c'est vraiment du milieu de partie, et au-dessus de 6, c'est de la fin de partie. Bon, en vrai, on peut mettre 7, mais vous voyez que la majorité des cartes est quand même plutôt dans le milieu de partie. Alors si elles sont plutôt dans la partie pas chère du milieu de partie, c'est parce que déjà on n'a pas de carte de début de partie en dehors de ça, et surtout parce que le but du deck c'est d'invoquer plein de personnages, donc on veut qu'ils soient pas trop chers. Mais ici, vous voyez, on a une curve qui est haute dans le milieu de partie et plutôt moyenne dans la fin de partie. Et par contre en début c'est une catastrophe. Donc on a très bas, moyen, enfin haut et moyen. Donc ça, rien qu'avec ce coup d'œil là, alors bon, on range pas tout, on va pas ranger les cartes dans cet ordre-là quand on essaie de voir un deck au premier coup d'œil. Généralement, on essaie juste de refaire le graphe dans sa tête quand on voit une decklist. Mais surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que bon, déjà le deck a un tour 1/2 exécrable. Mais dès qu'on arrive dans le milieu de partie, le deck est au meilleur de sa puissance. Et ensuite, il a les outils pour finir correctement la partie. Ce qui ressemble beaucoup à un deck mid-range. Alors, je vais pas m'attarder maintenant sur ce qu'est un deck mid-range, sur les différents types de decks. Ça arrivera après, mais on prendra le temps d'en parler. On va déjà évoquer vite fait les différents types de decks et on verra et on développera ça plus tard. Donc, on sait que globalement, quand c'est centré sur le milieu de partie, c'est un mid-range. Quand c'est centré sur le début de la partie, c'est un aggro, et quand c'est centré sur la fin de la partie, c'est un contrôle. Enfin, quand la curve est haute sur le début, enfin sur la fin de la partie, et voilà. Quand je dis centré, ça veut dire la curve est au plus haut dans cette zone-là, et généralement à peu près en mode moyen sur sur les zones d'à côté. Si jamais un deck est complètement parti en sucette au niveau de la curve, alors deux options, soit c'est un mid-range, soit vous avez raté un truc en faisant la decklist, soit vous jouez un deck combo, qui est le quatrième type de deck. Encore une fois, on va pas s'étendre trop sur le sujet. On fera tout un truc sur les types de deck plus tard. Mais voilà. La curve, c'est un outil qui permet de comprendre
comment se joue un deck, comment fonctionne un deck en un coup d'œil. Et donc là, j'ai rangé les cartes d'une manière qui permet de mieux voir ce qu'on peut voir. Mais voilà, quand vous voyez une decklist, vous regardez combien de cartes coûtent tel coup et vous comprenez tout de suite comment ça se joue. Ça se fait assez intuitivement avec l'habitude. Hein. Vous vous entraînez avec 2-3 decks, ou juste, enfin 2-3 decklists, vous prenez des decklists de decks différents en screenshot dans des vidéos YouTube de youtubeurs que vous aimez bien et tout. Vous regardez vite fait les coups des cartes et vous voyez, ah, j'ai quand même vu beaucoup de cartes à 3 et à 4. Donc, c'est plutôt un deck mid-range. Oh, j'ai vu quand même beaucoup. Il y a la moitié des personnages du deck qui coûtent 7, 8 ou 9. C'est probablement un deck contrôle. Ou j'ai pas vu une carte qui coûte plus de 4. Là, vous êtes face à un deck aggro. Voilà. C'est un truc qui a une fâcheuse tendance à arriver. Excusez-moi, je dois répondre à un message. Euh, voilà. Hop. Donc, voilà pour la curve. Comment on calcule une curve Euh, pour ceux qui se demanderaient en termes plus mathématiques, en fait, ce qu'on va essayer d'établir, c'est un graphe. On va tracer un graphe du nombre de cartes en fonction de leur coût. Et alors, idéalement, on fait ça qu'avec les cartes qui prennent un tour. On peut aussi le faire avec l'entièreté du deck. Ça marche aussi, mais pour le coup, dans One Piece, c'est moins terrible. Dans un jeu comme Hearthstone, ça fonctionne très bien. Dans un jeu comme One Piece, c'est facilement très trompeur, notamment parce qu'il y a les contrats de mine, notamment pour la mécanique inhérente des events qui fait qu'on en joue très très peu. Beaucoup de choses comme ça dans One Piece, c'est pas très indicatif de prendre tout le deck. Et moi, je préférais prendre toutes les cartes qui prennent un tour, qui sont supposées se jouer sur le tour égal à leur coût. Et donc, de la notion de curve va découler une nouvelle notion qui est ce qu'on appelle un deck de curve. Un deck de curve, c'est quoi? C'est simplement un deck, très souvent un mid-range, mais ça peut être n'importe quel type de deck, ou qui va essayer d'avoir une carte à 1 sur le tour 1, une carte à 3 sur le tour 3, une carte à 5 sur le tour 5, une carte à 7 sur le tour 7. Tous ceux qui ont fait un petit peu de tournoi dans les 6 derniers mois sur One Piece ont probablement rencontré le leader Katakuri. Le leader Katakuri, c'est un deck de curve. Le leader Katakuri va essayer de vous faire Pudding, Perospero plus l'effet du leader, Gedatsu plus l'effet du leader, Big Mama 7 plus l'effet du leader, Big Mama 10. Voilà, ça c'est une vraie curve, c'est un vrai deck de curve. Voilà, ça c'est une notion qui était importante à donner. Oui, effectivement, carotte, la curve de mana est présente. Donc la curve, ça veut dire courbe. Hein. La courbe de mana est présente quand vous faites une decklist sur le site One Piece Dev. Le site la calcule pour vous. C'est effectivement un bon moyen de voir comment est la curve. Mais le problème que j'ai avec ce site, c'est que ça vous fait la curve pour toutes les cartes et pas seulement les cartes qui prennent un tour. Voilà. Mais ça reste un bon début. Euh, enfin, à quoi ça sert? Me note, à quoi ça sert de comprendre la curve d'un deck? Le vrai premier outil, c'est de comprendre un deck au premier coup d'œil. Au premier coup d'œil, c'est instantané. Vraiment, vous voyez un deck, vous regardez les coups des personnages. En vrai, bon, encore une fois, il y a les contrats de mille et machin, mais bon, en moyenne, vous regardez les coups des personnages, parce que même les decks aggro vont avoir tendance à prendre des contrats de 1000 qui sont moins chers, les decks mid-range autour de 3-4, et les decks contrôle peuvent se permettre des contrats de 1000, 4, 5 en général. Donc même ça peut vous aider. Vous regardez que les personnages, vous regardez juste le coup des personnages, et en quelques secondes, vous savez exactement face à quel type de deck vous êtes. Alors, il peut y avoir des exceptions. Il y a des decks bizarres, il y a des decks contrôle qui jouent que des cartes à 4, il y a des decks aggro qui jouent que des cartes à 3 ou plus. Il y a des decks bizarres, mais de manière générale, ça donne quand même une bonne idée de comment fonctionne le deck. Généralement, vous associez ça à l'effet du leader et vous savez à peu près où vous en êtes. Ça sert encore une fois, comme la tempo et comme le card advantage, ça sert à évaluer un play. Vous êtes là, vous êtes devant votre main, on est au tour 5. Quelle est l'action qui est la plus rentable et la plus intéressante à faire? C'est très souvent de simplement jouer un personnage à 5. Si vous n'avez pas de personnage à 5, peut-être jouer un personnage à 4 et mettre un don sous votre leader, sous un personnage que vous avez joué au tour d'avant. C'est très probablement ça le meilleur play. La curve, c'est aussi ce qui va dicter du coup vos... alors dans One Piece, ce sera vos 5 premiers tours, mais du coup les tours de 1 à 10 en comptant sur votre adversaire. Voilà. La curve, c'est ce qui rythme le début de partie et même le milieu de partie, hein, puisque le début de partie, on rappelle, c'est dans One Piece, ça irait jusqu'au tour 6 à peu près. Le milieu de partie, c'est du tour 6 au tour 11-12, et la fin de partie, c'est tout ce qui se passe. Donc ouais, on va... la curve rythme le début et même le milieu de partie de manière générale sur One Piece. Justement, le milieu de partie, c'est la transition entre la curve et pas la curve. Voilà, et ensuite, ça sert à évaluer une carte.
de manière un petit peu plus abstraite, on regarde juste si une carte a le potentiel d'être dans la curve ou non. Typiquement, quand on a vu Gedatsu en soi, c'est pas une mauvaise carte, mais surtout là où tout le monde a tilté avec Gedatsu, c'est que jaune avait aucune carte à 5 qui était intéressante. Donc Gedatsu, c'était enfin une carte à 5 à jouer, enfin une carte qui donnait une curve intéressante à jaune. Et depuis que Gedatsu est arrivé, on a deux decks jaunes qui sont les decks, respectivement les deuxième et troisième meilleurs decks de la méta avec Katakuri et Enea. Et bon, vous inversez juste l'ordre des deux decks si vous passez en Amérique du Nord. Donc Gedatsu, alors c'est pas la seule raison, Gedatsu n'est pas la seule raison pour laquelle ces decks jaunes sont placés comme ça, mais il est clairement pas innocent, on en parlait tout à l'heure, hein, par exemple contre un Kuzan, passer des Gedatsu tour 5, c'est destructeur. Maintenant, des questions du chat, questions sur la curve. Alors normalement la curve ça pose pas trop de questions, hein. Vraiment c'est compter des cartes et éventuellement tracer un graphe, ça se fait plutôt bien. Mais voilà, si jamais dans le chat vous avez des questions quant à la curve, ou peut-être la notion d'une carte qui prend un tour ou non, des choses comme ça, n'hésitez pas. Pendant que je reprends mon souffle et que je bois un coup parce que ça fait longtemps que je parle assez vite et assez fort. Visible theory crafting, on regarde la caméra à l'ancienne. Non, c'est dans ce sens-là, pardon, my bad. Je fais toujours avoir. Ah, ça fait du bien. Buvez de l'eau, c'est bien. Alors, vous pouvez boire d'autres choses, hein, mais buvez aussi de l'eau. Ah. Et bah, on est pas mal. C'est un joli live qui déborde bien comme il faut. On aura on aura abandonné. On aura abordé honnêtement les notions de théorie craft les plus essentielles. Je pense que là, Noftar notamment, quand tu éditeras les vidéos, j'espère que tu prendras bien le temps de les regarder deux fois et que tu comprendras beaucoup mieux comment le jeu fonctionne. Mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. Encore une fois, l'idée ici, c'est de poser une base de vidéos vers lesquelles on peut diriger des gens qui ont besoin de comprendre le jeu, qui veulent aller un petit peu plus loin. Et j'espère que c'est un bon moyen de le faire. Manifestement, le chat n'a pas beaucoup de choses à demander. On a deux, trois membres actifs qui sont partis et Carotte doit probablement être occupé à autre chose. Donc, le chat est calme, pas de questions sur la curve. C'est normal, c'est pas une notion qui soulève beaucoup de questions. Alors, on n'aura pas le temps de parler du type de deck et des conditions de victoire aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on gardera ça soit pour demain, soit pour la. Alors, j'ai dit la semaine prochaine, donc je suis pas la semaine prochaine, celle d'après. Donc, soit pour dans environ 2 semaines. Voilà où on en est aujourd'hui pour ce petit live One Piece. Alors, live One Piece un peu bizarre du coup, vu que techniquement on n'a pas fait de One Piece. Techniquement, on n'a pas fait une seule seconde de One Piece. On n'a pas fait un seul match. Mais j'ai encore le chat qui est en train de me troll. Mais je pense que c'est le même problème que tout à l'heure et que tout va bien. Euh, je pense que sur le chat, tu avais déjà des membres qui ont l'habitude et qui connaissent. C'est vrai, mais honnêtement, même pour des gens qui jouent aux cartes depuis longtemps, c'est pas rare qu'il leur manque une compréhension totale sur une des notions. Euh, Tu vois, généralement, bon, t'as un petit peu intuité, ok, t'as compris, Card Advantage, c'est compter les cartes, mais comment exactement compter les cartes et à quoi ça sert, pourquoi on s'emmerde à faire ça, d'où ça vient, c'est intéressant. Tu vois, c'est pour ça que je voulais faire ces trucs-là, parce que même pour des gens qui connaissent déjà un petit peu comment fonctionne un jeu de cartes, ça permet d'approfondir un petit peu plus, d'avoir l'origine du truc. Et même c'est pour ça que je sais que même pour les gens qui jouent pas mal au jeu, ça reste intéressant, et pour les débutants qui veulent vraiment progresser, c'est vraiment quand tu veux passer de j'ai jamais joué à un jeu de cartes de ma vie à je veux gagner des tournois locaux et ensuite régionaux. euh, alors bon, je dis pas que ça va être la Bible, hein, mais ça peut être un bon outil. Donc, pour finir ce live en beauté, pendant que on répond au dernier message du chat, je vois qu'au moins ça vous a intéressé, donc je suis content. Je suis très content que ça vous a intéressé parce que c'était une des choses qui m'inquiétait le plus, c'est est-ce que écouter un mec qui raconte sa live pendant 1 heure et demie, ça allait être intéressant, et apparemment suffisamment. Ce qui est cool, très cool. On va juste aller faire un truc, je vais tourner ma tête. Normalement, attendez, j'avais mis ça en place pour faire ça correctement. Streamlabs, oui, Streamlabs, tu es ici. Euh, J'ai pas mis ça au bon endroit. On va changer de scène, on va juste changer de scène vite fait. Et on va faire.
à faire des dingueries. J'ai pas mis ça sur la bonne scène. Tant pis. C'est pas grave. On fera ça en MDR. Je voulais vous montrer l'écran de Discord pendant que je faisais ça, mais on va pas pouvoir. Parce que j'ai perdu mon latin. On va créer un nouveau salon textuel. Sondage live. Ok, alors, je crée un nouveau salon sur le serveur Discord dont je vais vous envoyer l'invitation dans le chat. Alors, je sais qu'il y a un bot qui sait le faire, mais comme je suis une andouille, je vais juste copier-coller le lien à l'arrache et je le fais pas dans le bon channel, donc ça marche pas. Juste vous copier-coller le lien à l'arrache du serveur, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs. Et donc, dans ce channel, qui s'appelle Sondage Live, dans la catégorie One Piece, vous allez pouvoir mettre la carte qui, selon vous, est la meilleure carte du jeu. Et on commencera le prochain live, j'espère, on n'y passera pas beaucoup de temps, je vais essayer de faire en sorte que ça dure qu'une demi-heure demi prochain live, grand max. On passera le prochain live à regarder vos propositions, et dans toutes les cartes que vous avez proposées, éventuellement j'en rajouterai une ou deux si je pense que c'est intéressant, dans toutes les cartes que vous avez proposées, on va essayer de voir laquelle carte est, en fonction de certaines notions, ou peut-être même en prenant toutes les notions en même temps, la meilleure carte du jeu. Alors, on va pas se mentir, le but c'est pas de faire de la recherche théorique sur le jeu One Piece et de chercher quelle est effectivement la meilleure carte du jeu. Le but c'est justement de commencer à appliquer un petit peu les notions de théorie craft et de s'amuser un peu. Alors bon, faut considérer qu'Excel c'est amusant, mais promis, on va faire des trucs un peu intéressants. On fera d'autres trucs un petit peu plus concrets, on fera quelques matchs aussi. Mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller dans le channel du serveur Discord aujourd'hui, demain dans la journée, enfin ce soir et demain dans la journée, pour mettre juste le nom et éventuellement le code de la carte qui, selon vous, est la meilleure carte du jeu. Euh, on entend bien la meilleure carte niveau stat. La définition que tu veux. Tu choisis la définition que tu veux. Si tu as envie de mettre 4 cartes différentes dans le channel parce que tu penses qu'en fonction de certains critères, c'est ces 4 cartes différentes-là, mets-les. N'hésite pas à mettre un peu de justification derrière, des choses comme ça. Tant que tu penses que c'est à peu près une réponse valable à quelle est la meilleure carte du jeu, écris dans le channel. Voilà, c'est vraiment le but, c'est juste de voir quelle carte vous proposez, quelle carte vous viennent à l'esprit et d'en discuter un petit peu ensemble. C'est vraiment juste ça. En fait, c'est juste un prétexte pour vous faire interagir un petit peu sur le serveur Discord et pour en discuter au prochain live, pour mettre en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est juste ça. Bon, je vais mettre un petit peu de fluff à la fin du live sur le channel, une description et tout ça, mais vous avez l'idée du truc. Ok. Sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc merci à tous ceux qui ont été présents sur le chat, merci dans le live, pardon, présents sur le live, merci à tous ceux qui ont écrit dans le chat. C'était un plaisir de discuter avec vous. J'espère vraiment que ce qu'on a fait vous aura plu. J'espère que les vidéos YouTube ressembleront à peu près à quelque chose, hein, celles qu'on va monter à partir de ce qu'on a fait aujourd'hui. Avec la qualité de ma cam, ça va faire mal aux yeux, mais c'est pas très grave, on les refera quand j'aurai une cam correcte. Et, et voilà. Merci à tous pour ce soir. À demain, rendez-vous 17h, je crois, pour voir Noftar. Je prends le planning sous les yeux, mais à mon avis, on va avoir le droit à ça. C'est ça. Demain, rendez-vous 17h pour voir Noftar. Alors, soit sur Palworld, soit sur un des autres jeux qui l'intéressent. Et moi, je prendrai le relais à partir de 19h pour faire un petit peu de One Piece. Merci à vous et à bientôt. Ciao tout le monde.